Long rebound. Steph, no timeout with 6. At 5, Curry for the lead. The game's a game. The game's a game. The game's a game. The game's a game. Always. Bonjour ou rebonjour si vous nous avez suivis sur le CQFR ce matin. On reprend la même équipe, toujours le small ball avec Benjamin. Sauf que cette fois, c'est pour le podcast hebdomadaire dont vous avez l'habitude du lundi. Comme vous l'avez vu ce matin, Théo et Antoine sont en vacances. Donc on fait ce tandem small ball avec un sujet dont on avait envie de parler depuis la late session la semaine dernière, Benjamin. Grâce à l'ami Simon Capelli-Velter qui nous avait trouvé ce concept de matabilité. Donc, incroyable. Incroyable, hein, un néologisme dont on n'a pas arrêté de parler après entre nous. C'est totalement rentré dans notre vocabulaire. Maintenant qu'on a les effectifs a priori, enfin presque complets pour l'ensemble des franchises pour la saison 2023-2024, on s'est demandé quelles équipes on avait envie de regarder, lesquelles étaient les plus matables ou entraient dans ce fameux concept de matabilité, les plus regardables sur le League Pass, sur beIN Sport, quel que soit le moyen par lequel vous suivez la NBA. Donc on s'est dit, tiens, est-ce qu'on n'essaierait pas de déterminer l'un et l'autre quelles sont les équipes les plus matables, donc, en l'occurrence. Bon, J'adore ce mot. Oui, c'est ça, on adore ce terme. Merci encore, Simon. Je pense qu'il faut que tu déposes au niveau copyright, Simon, que vous pouvez entendre chez Trash Talk ou lire chez SoFoot d'ailleurs, au passage. Donc voilà, on a fait quelques catégories, comme ça on s'est pas concerté, hein, on s'est juste donné les catégories dans lesquelles ranger éventuellement les équipes qu'on avait envie de regarder. Et avant toute chose, on va quand même prévenir, il y aura peut-être pas toutes les équipes, hein, on va peut-être pas parler de tout le monde, ou peut-être que tout le monde sera classé dans une catégorie, mais on n'a pas forcément envie de regarder tout le monde, même si on suivra tout le monde par conscience professionnelle, vous en doutez. Moi j'ai envie de regarder tout le monde après. Je sais, voilà, toi, Benjamin a bien tenu à préciser que voilà, je le mets pas dans le même bateau que moi, qui est obligé d'admettre honteusement que parfois je passerai mon tour devant certaines équipes. Sur ces catégories, donc, on va vous les énoncer un peu rapidement comme ça. Après, peut-être que chez vous, vous pourrez aussi les classer comme bon vous semble et nous en faire part dans les commentaires. Donc il n'y a pas d'importance particulière, il n'y en a pas une qui vaut mieux que les autres, c'est juste que voilà. En termes de matabilité, voilà ce qu'on a déterminé. Pour la première, on a choisi la matabilité par amour du basket / conscience professionnelle un peu, parce que c'est des équipes soit incontournables, soit qui jouent vraiment suffisamment un basket de qualité pour qu'on les mette dedans. Ensuite, on a mis la matabilité par amour déraisonnable. Donc celle-là, c'est voilà, on sait que ce sera sans doute pas, peut-être pas ou sans doute pas fou à regarder en termes de qualité de jeu. Mais voilà, vous le savez vous-même, l'amour a ses raisons que la raison ignore. Et vous avez peut-être vous aussi votre équipe, l'équipe que vous suivrez coûte que coûte, quoi qu'il arrive. Donc ouais, ça, c'est une deuxième catégorie. On a la matabilité prince de la ville. Alors pour la ref, les jeunes comme Benjamin auront peut-être du mal, mais en gros, c'est les équipes jeunes et ambitieuses, parfois vicieuses pour la ref. En gros, les équipes jeunes qu'on a vraiment envie de voir en action. Parce qu'elles ont déjà passé quelques caps en termes de développement, hein, donc pas forcément des équipes en plein tanking, mais des équipes avec un noyau jeune et on a cette curiosité-là de les voir passer un cap et se développer. On a une, je crois que Benjamin, tu l'aimes bien celle-là, t'as bien aimé le terme, la one-man matability. Donc, en fait, j'adore l'idée que watchability, qui est devenu matabilité, devienne matability. Voilà, là, pour moi, on a fait le cercle complet, c'est merveilleux. Néologisme sur néologisme, voilà. Donc peut-être nous aussi on pourra déposer celle-là, la one man matability, comme son nom l'indique. Ce seront des équipes qu'on va regarder majoritairement grâce ou à cause d'un joueur en particulier, voilà, parce qu'on sait qu'il nous fera décoller du canapé à un moment ou un autre. Alors c'est pas forcément des superstars, hein, ça peut être, on a tous nos coups de cœur. On sait que ce joueur-là a signé dans cette équipe-là ou qu'il est là depuis des années, que c'est à cause de lui qu'on regarde cette équipe. Donc cette catégorie de la one-man matability. Ensuite, on a la matabilité morbide, où on sait qu'il y a un risque élevé de crash, et puis c'est un peu malsain, mais on a envie d'être là, on a envie de regarder quand ça va se produire, ou de voir les premiers signaux de l'accident. Pareil, ça peut être c'est pas forcément des équipes attendues très hautes, mais juste des équipes pour lesquelles on se dit que ça va pas forcément bien se passer, mais qu'on va quand même regarder dans l'attente qu'il se passe quelque chose. Ensuite, on avait défini aussi la matabilité curieuse, donc par curiosité, où on va laisser une chance au produit, c'est-à-dire qu'on va, sur les premières semaines, il y a des choses
les choses intrigantes. C'est pas forcément ces équipes-là sur lesquelles on cliquerait de base, mais c'est suffisamment intriguant pour qu'on laisse une chance au produit. Et le reste, c'est de la matabilité douteuse ou inexistante. Où clairement, c'est injuste sans doute, mais ce sont des équipes que pour l'instant, on n'a pas du tout envie de regarder. Que nous, personnellement, en tout cas, on n'a pas envie de regarder sur League Pass. Une fois, c'est très personnel, mais vous faites ce que vous voulez de vos après-midi et de vos soirées, mais nous ne jugerons pas. Dans les commentaires, vous avez le droit de regarder qui vous voulez, et vous avez évidemment le droit de critiquer nos choix, les choix qu'on va vous exposer dès maintenant. Du coup, Ben, je te propose qu'on commence avec, pourquoi pas, allez, la matabilité par amour déraisonnable. Peut-être c'est les équipes qu'on regardera quoi qu'il arrive la plupart du temps parce qu'elles sont dans notre cœur, parce qu'on a commencé la NBA avec elles, parce qu'on a un lien affectif avec. Donc, quelle est l'équipe que tu as choisie par amour déraisonnable? L'équipe ou les équipes d'ailleurs, pardon. Moi, j'en ai mis 2, en gros. Enfin, j'en ai mis 1,5 parce que l'autre, je l'ai aussi mise dans une autre catégorie. Mais celle vraiment que je vais regarder par amour déraisonnable, ça va être les Mavericks. Ouais. Je pense que le portrait de Luka Doncic qu'on peut entreapercevoir en fond vend un peu la mèche. Et c'est vraiment que même si les Mavericks n'arrivent pas à vraiment développer leur jeu, que Kyrie Irving, ça fonctionne pas, que la sauce prend pas, Jason Kidd fait pas son travail, etc. Peu importe. Moi, je vais regarder, ne serait-ce que pour Luka Doncic, et pour voir ce qu'il va devenir, ce qu'il peut donner. Est-ce qu'il est dans la course MVP? Est-ce qu'il peut encore me faire vibrer avec son jeu de passe, avec ses tirs improbables? Peu importe ce qui se passe aux Mavericks, ça part, je regarde par amour déraisonnable. Très bien. Je peux te laisser enchaîner avec la deuxième, vu que tu en as une deuxième, n'hésite pas. Eh bien, écoute, la deuxième, ça va être les Spurs, parce que c'est dans une autre catégorie, et je pense que les gens peuvent se douter de quelle catégorie. Mais c'est vrai que les Spurs, déjà, c'est quand même... on retrouve cette connexion quand même par rapport à la France, avec Victor Wembanyama et aussi Sidi Sissoko. Donc, il y a ça. Il y a plein de personnalités qui sont top. Keldon Johnson, qui est super marrant. Là, pendant l'été, on se penche un peu plus sur la personnalité des joueurs parce qu'on n'a que ça à regarder. Et Keldon, il me fait trop rire. Jeremy Sohan, il est super drôle, super atypique. C'est un profil de joueur qui est extrêmement excitant à regarder jouer. C'est Greg Popovich qui est sur le banc. On a tous un lien un peu particulier avec Greg Popovich, mais on a tous un lien. Le mien, il est plus, c'est de l'amour déraisonnable, encore une fois. Ouais. Et d'ailleurs, c'est de l'amour raisonnable pour Greg Popovich. mais voilà, il y a plein de raisons d'aimer cette franchise. Donc, qu'importe les résultats, pareil, s'il n'y a pas de playoff, si ça prend pas, si Victor joue que 40 matchs, je regarderai les Spurs pour plein de raisons, parce que cette équipe-là, elle me vend du rêve. Voilà. Très bien. Qui est-ce que tu as, toi, en amour déraisonnable? Alors moi, c'est peut-être plus... Alors, il y a un temps où ça a été plus déraisonnable que ça, tu vas voir, mais... alors, les gens pensent, ceux qui me connaissent un peu pensent que je vais mettre Orlando, mais ils sont pas exactement dans cette catégorie-là, parce que je les ai mis ailleurs, tu verras plus tard. Mais en temps normal, pendant des années, ça a été Orlando. Lors des années les plus sombres, j'ai toujours mis Orlando, parce que c'est l'équipe avec laquelle j'ai commencé à regarder la NBA en 95. Mais là, ils sont pas dedans. J'ai mis New York, pareil, pour les gens qui me connaissent. Quoi qu'il arrive, quelle que soit la compétitivité des Knicks, le lien que j'ai avec New York fait que... quoi qu'il arrive, je regarderai chaque saison. Et là, en plus, l'équipe est plutôt intéressante avec ce qui a été fait récemment. Je trouve qu'il y a des vraies bonnes raisons de les regarder, mais c'est l'équipe qui, quoi qu'il arrive, je zapperai pas, je mettrai par curiosité pour revoir un peu même à distance l'atmosphère du Garden, les maillots, tout ça. Ça convoque toujours des souvenirs quoi qu'il arrive. Donc j'ai mis New York. Et en deuxième équipe, alors là, c'est plus un amour déraisonnable récent, mais... là encore une fois, si vous nous avez écoutés ces derniers mois, vous savez que j'ai défendu bec et ongle les Memphis Grizzlies. J'ai beaucoup cru en eux, je les ai pronostiqués très très haut. Alors évidemment, j'avais aussi mis Ja Morant MVP en début de saison. On a pu voir à quel point ça lui avait réussi, et je pense qu'il doit me remercier de lui avoir attiré le mauvais œil. Mais je me suis mis à beaucoup aimer cette équipe, la manière dont elle jouait, même le rôle, même la cape qu'elle a un peu essayé d'endosser, ce côté bad guys un peu... j'en ai pas aimé les excès, on va pas vous mentir, j'ai pas aimé comment ça s'est terminé, mais quoi qu'il arrive, je vais regarder parce que je crois encore en eux, en cette base, en ce socle. Je crois même encore en Ja Morant, pour tout vous dire. Mais voilà, c'est un peu déraisonnable parce qu'on pourrait se dire, là, l'équipe, il n'y a plus l'effet de surprise. Au niveau, ils ont plus leur meneur. Il y a des moves qui ont été faits. Bon, on sait pas trop ce que ça va donner, mais c'est pas le marché le plus sexy, c'est pas les maillots les plus sexy. Il y a des équipes, je sais qu'il y en a qui regardent des équipes juste parce qu'ils aiment bien l'habillage, l'atmosphère du stade, tout ça.
Mais moi, voilà, les Grizzlies, c'est un amour entre guillemets récent et déraisonnable, et c'est pour ça que je les ai mis dedans. Déraisonnable, moi je suis d'accord avec toi. Je trouve ton amour pour les Grizzlies complètement déraisonnable. Et vous me l'avez bien fait sentir déjà toute l'année, en espérant que les Grizzlies se crachent, et vous avez été exaucé, mais Je n'espère jamais que les Grizzlies se non, c'est crachent. vrai. J'espère juste que tu as tort, c'est Voilà, tout. c'est clair. Tout à fait différent. Euh, alors moi, j'ai pas d'autres équipes dans l'amour déraisonnable, donc là, on a déjà parlé de quatre équipes. De ces quatre équipes-là. Après, on peut peut-être parler de celles par amour du basket / conscience professionnelle, parce qu'elles sont incontournables et que ce serait presque une faute de ne pas les suivre. Je vais commencer. On aura peut-être des équipes en commun, hein, mais Sans doute. sans doute. Moi, j'ai mis Golden State, qui est toujours une équipe. T'as envie de regarder, parce qu'il y a l'histoire de la dynastie, le trio Curry, Draymond Green, Thompson, Steve Kerr qui est toujours là. Je sens qu'ils ont encore un run en eux, donc enfin, c'est presque obligé de les regarder. Ça reste une équipe qui peut mettre beaucoup de points. Il y a les cartons offensifs de Curry. Voilà, toutes ces choses-là font que c'est une équipe incontournable. Et même si là, de prime abord, c'est une équipe qu'on connaît, il n'y a pas d'énormes surprises, je vais quand même les regarder parce que c'est une tête d'affiche et que presque il faut les regarder, quoi. Non, mais clairement, moi les Warriors sont aussi dans ma liste. Voilà, ça fait un premier point commun. Mhm. Je pense que c'est une équipe qui est incontournable et dans le style de jeu de basket, la circulation du ballon, le jeu qui est mis en place, ça reste un must-watch Mhm. et t'as envie de regarder pour le beau jeu aussi, quoi. C'est vrai. Moi, en top 1, Ouais. enfin vraiment l'équipe que j'ai choisie pour représenter un peu la catégorie, parce que sinon les autres, j'ai listé les équipes, mais celle-ci en particulier, je me suis dit directement, c'est elle que je regardais pour l'amour du basket, c'est les Kings, parce que c'est quand même une équipe qui a développé un vraiment très très beau jeu la saison dernière, très offensif d'ailleurs. C'était une équipe extrêmement rapide, avec Domantas Sabonis en plaque tournante. On a quand même un leader qui est vachement charismatique, supersonique, super matable, j'ai envie de dire, qui est Ouais. De'Aaron Fox. Mhm. C'est un effectif qui est assez profond, ils sont améliorés, la confirmation est attendue. Euh, pour moi, c'est voilà, l'amour du basket est là, et il y a ce côté vraiment excitant en plus du contexte compétitif des Kings, qui fait que j'ai envie de les regarder et que c'est un incontournable par conscience professionnelle. Voilà, je suis obligé de regarder les Kings. Ouais, j'étais pas sûr que tu les mettrais, tu vois. Je pensais avoir été original en les mettant dedans. Ben Mais non, tu n'es pas original, Shai. voilà, je ne suis pas original. Je les ai mis en me disant, en ayant la même réflexion de toi, en me disant que c'était une des équipes déjà les plus divertissantes l'année dernière, parce qu'il y avait toute la narration. Est-ce qu'ils vont enfin faire les playoffs? C'est une équipe très offensive, qui était vraiment agréable à avoir joué pour toutes les raisons que tu as énoncées. Elle a été aussi très très matable en playoff. Pour le coup, le coefficient de matabilité, il a encore grandi parce que la bataille qu'ils ont proposée aux Warriors était top. Donc ouais, là, ils sont attendus au tournant. J'ai envie de les voir parce qu'ils sont devenus incontournables. C'est devenu même s'il n'y a qu'une seule campagne de playoff, ils ont montré les signes d'une équipe qui est incontournable à l'Ouest et qu'on a envie de regarder. On a envie de voir ce que ça va donner. Donc je suis d'accord avec toi. Donc là, ça fait 2. Moi, j'ai aussi mis pour les équipes de l'Est, je vais mettre un tandem si ça ne te dérange pas. Parce que c'est des équipes qui, même s'il y a de la nouveauté dans l'une d'entre elles, c'est des équipes, je ne m'attends pas à d'énormes surprises de leur On a part. les mêmes. Tu penses? Voilà, je suis sûr. J'ai mis Milwaukee, déjà. Exactement. Milwaukee parce qu'on sait la base de l'équipe est la même. Le coach a changé, c'est un paramètre important, hein, mais il n'y aura pas d'énormes surprises. Je sais qu'Yanis va faire du Yanis, je sais que Jrue Holiday va défendre le plomb sur toutes les équipes. J'espère pour lui que Chris Middleton va retrouver une santé suffisante pour être à nouveau le lieutenant parfait pour Yanis. Et même avec un changement de coach, je ne m'attends pas à ce que le coefficient de matabilité touche le plafond. Donc j'ai mis les Bucks et donc du coup tu les as mis aussi. Exactement. Et l'autre équipe à laquelle je les ai associés, c'est Boston. Exact, tout pareil. Voilà. Boston, il y a eu des changements. Attention, Marcus Smart qui part, c'est quand même c'est quelque chose d'important. Porzingis qui arrive. Mais pareil, le socle reste le même, avec Jaylen Brown, Jason Tatum. Bon, il y a quelques petits ajustements, mais je ne m'attends pas à une révolution. Le coach est le même. C'est cool à regarder. C'est une équipe historique que tu regardes parce que tu sais qu'ils vont être a priori contenders à l'Est, qu'ils vont faire un parcours qui les mènera loin. Voilà, de prime abord, ils vont pas me faire décoller au plafond, mais je vais les regarder parce que c'est important, je trouve. Ouais, je les ai mis un peu pareil pour cette raison-là. Puis mine de rien, c'est quand même des équipes qui jouent bien. Il y a vraiment des joueurs qui sont calibrés MVP, qu'il n'y a pas de raison. Et dans le même genre, à l'Ouest, l'équipe pour moi qui est incontournable quand on parle de matabilité par amour du basket et qu'en plus on cale autant de contenders, ça va être les Nuggets parce qu'on a quand même un jeu
déjà qui est magnifique à cause de Nikola Jokic, à cause de Jamal Murray. En plus, on est quand même sur une équipe qui est très équilibrée, avec chacun qui connaît vraiment son rôle. Personne en fait qui dépasse vraiment le cadre de l'équipe. Donc il y a cette sensation quand même qu'il y a un jeu très très naturel, très organique à Denver. Puis voilà, c'est les champions, donc si on regarde pas les champions, c'est un peu ridicule, j'ai envie de dire. Pareil, je suis curieux de voir comment joue Nikola Jokic après un été d'équitation et de fête dans son pays natal sans Coupe du Monde, quoi. Enfin, Allez, voilà, les images sont magnifiques, hein. Tous les jours, il y en a des nouvelles où c'est vrai, le Ah, voir célébrer une victoire au tiercé comme une victoire en finale NBA, c'est assez beau quand même, hein, faut reconnaître. même le MVP du rafting, voilà, enfin, on a vraiment eu plein de vidéos. Avec son petit salto depuis le bateau, là, mais ouais, comment ça, il est pas Incroyable. athlétique? Bien sûr qu'il est athlétique. Donc forcément, ouais, voilà, les nuggets, c'est super, super matable. Ouais, et ben, alors je suis évidemment tout à fait d'accord, mais je les ai pas mis dans cette catégorie-là par contre. Tu Ah verras. ouais, Ça peut d'accord. paraître surprenant, mais tu verras plus tard. Je regarde si j'en ai mis d'autres. Ouais, alors pareil pour la conscience professionnelle. Je sais que toi, je crois que quand on avait évoqué les définitions des catégories, je crois que toi tu les as pas mis là, mais j'ai mis les Lakers. Non, je les ai pas mis là. J'ai mis Non. Lakers parce que c'est pareil, je veux dire, c'est une machine médiatique. Il y a LeBron, Anthony Davis. Le socle là aussi a finalement assez peu changé. Je m'attends pas, je me lance pas dans la saison en me disant ouh là là, je suis très curieux de ce que vont faire les Lakers. Je sais à peu près ce qu'ils vont donner si les deux Lascars sont en forme et se blessent pas, hein, si LeBron et Anthony Davis se blessent pas. Il y a des curiosités internes. Hein, je suis curieux de voir ce qu'Austin Reeves va donner maintenant qu'il a un nouveau contrat, qu'il peut plus jouer le coup de la surprise. Il va être attendu au tournant. Les ajustements ont été très intéressants autour. Mais voilà, je les regarde plus parce que c'est une équipe forte qui va viser les finales à l'ouest. Mais je m'attends pas à, voilà, encore une fois, le côté je décolle du canapé, c'est pas avec eux que je m'attends à ça. Mais équipe historique, joueur historique, donc je vais regarder. Je comprends, un peu dans la même veine, j'ai mis le Heat parce que finaliste, J'ai mis le hit parce aussi. que voilà, ça joue bien, c'est coaché par Eric Spoelstra, c'est généralement une garantie que ça joue plutôt pas mal. Pareil, Jim Butler, on veut voir, et puis on veut voir un peu une saison régulière un peu plus aboutie que la saison dernière où il y avait eu beaucoup de blessures, beaucoup de contretemps, beaucoup de trucs qui se mettent en place. Donc là, j'ai envie de dire, je pense que la saison régulière va être prometteuse. En plus, il y a moyen qu'un meneur sympathique arrive dans le coin, donc ça boosterait encore la matabilité de l'équipe. Ouais. Donc il y a plein de raisons qui font que le 8 fait le cut pour moi. Il me reste deux équipes dans cette catégorie, Intéressant. euh, très remplies pour moi, hein. Je vais mettre les Clippers aussi pour... voilà, c'est pareil, il y a de la star. Je trouve que ça a joué très très bien sur les phases où tout le monde était là. Vraiment, Kawhi Leonard et Paul George, c'est toujours magnifique à avoir joué. Autour d'eux, il y a plein de joueurs qui sont extrêmement talentueux. On a quand même un effectif qui est très profond. Donc en fait, il y a très peu de phases de temps vraiment faibles dans leur jeu. Ce qui fait que l'expérience de matabilité est super, super constante, etc. Et je pense que si elle reste en bonne santé, c'est extra matable. Même s'il y en a un qui se blesse, l'équipe elle reste très matable quand même. Pour moi, c'est un incontournable de la matabilité. Ok, je comprends. Je les ai pas mis là. Je les ai mis dans une catégorie un peu moins optimiste, tu verras. Je sais bien hein, que t'es dégueulasse et que que super j'attends pessimiste. que je souhaite le mal à tout le monde. Non, non. Moi j'ai une dernière équipe dedans. J'ai mis les Phoenix Suns Ok, moi parce pareil, que j'ai mis ailleurs. tu les as mis ailleurs. Il y a la curiosité Bradley Beal, hein, incontestablement, qui vient s'ajouter à l'équation. Mais j'ai pas ça m'intrigue pas plus que ça en fait. Je sais à peu près à quoi m'attendre. On a vu Booker Durant, c'est très bien, ça a très bien fonctionné ensemble. L'équipe est bien foutue. Euh, bon, voilà, je m'attends pas voilà, moi le côté surprise fait que je peux ou interrogation fait que la matabilité augmente. Là, je vais les regarder parce que c'est un favori pour le titre. Donc c'est incontournable. Mais c'est pas l'équipe qui m'excite le plus. Je vais pas te cacher que je les attends bien, mais c'est pas l'équipe qui m'excite le plus. Donc je les ai mis par conscience professionnelle et par amour du basket, parce qu'il y aura des performances. Le tandem voilà, KD Booker, on l'a vu sur l'échantillon de la saison dernière, c'était impressionnant quand même. Hein, en termes de scoring et de jeu à deux, c'était très fort. Donc je vais les regarder pour ça, en me posant des questions intérieurement, mais je trouve qu'ils collaient plutôt correctement à cette catégorie-là de mon côté. J'ai hésité aussi, mais moi, la dernière équipe que j'ai mise là-dedans, Ouais. et là, ça va te faire plaisir sans doute. Voilà, j'ai mis les Grizzlies dans cette catégorie-là parce que je trouve que ça joue bien. Je trouve que c'est intéressant, c'est vachement athlétique. C'est quand même l'équipe du défenseur de l'année. Il y a un joueur qui vient de signer un contrat designated, Desmond Bane, qui est border All-Star. Ja Morant, quand il joue, évidemment, est
All-Star indiscutable et dans la course au MVP. Alors oui, il va commencer la saison sur le banc en costume, mais pareil, je suis curieux de voir comment ils vont s'en sortir sans lui. Mais même sans lui, je pense que ça joue du beau basket. C'est une équipe qui est rodée, qui a des automatismes. Euh, En fait, j'ai pas de raison de la mettre ailleurs parce que je trouve que l'équipe joue vraiment bien et que c'est très matable de base avec ou sans Ja Morant, et Ja Morant booste le truc. Et je pense aussi que c'est une équipe qui peut faire quelque chose en playoff vraiment. Enfin, la réflexion est peut-être un peu tirée par les cheveux, mais je me dis, si Ja Morant est suspendu au début de la saison, il le sera sans doute pas à la fin. J'imagine qu'il peut se comporter correctement pendant une saison régulière. C'est possible. On espère en tout cas. Et j'espère même qu'il a appris de ses erreurs. Et donc ça va être un peu une constante sur la fin de la saison. Et c'est une équipe qui a du vécu, c'est une équipe qui a de l'expérience en playoff, c'est une équipe qui a des joueurs formidables, qui a un bon coach. Donc pour moi, c'est par conscience professionnelle, je dois la regarder. Et en termes d'amour du basket, voilà, pour Desmond Bane, pour Jackson Jr. et sa défense, pour Ja Morant, tout l'amour du basket est là, il n'y a pas de problème, je peux regarder ça tranquillement. Il y a le côté, l'arrivée de Marcus Smart. Alors du coup, moi, forcément, je les ai mis dans le Carrément. côté amour déraisonnable, mais voir deux Defensive Player of the Year récents être associés, c'est pour les gens qui aiment la défense, c'est un point du côté matabilité. Après, quand tu as Ja Morant qui rentre dans l'équation, où tu sais que tu auras des tentatives de dunk surhumaines, des grosses perfos scoring, des paniers compliqués qui seront marqués, ça ajoute à la on peut dire spectacularité aussi presque, même si c'est pas tout à fait la même chose. Mais si ça n'avait pas été un coup de cœur de base, je les aurais sans doute mis aussi de ce côté-là, je pense. Ouais, il le mérite, voilà. Il fallait que je mette ma haine contre Shai Mahamou de côté. C'est bien. Je te félicite. C'est ta dernière équipe de la catégorie, du coup? Exactement, j'ai toute la liste qui est passée. On peut passer sur une autre catégorie, du coup. Peut-être la catégorie Prince de la Ville, avec la référence au 113. Je ressors l'intitulé. Voilà. Tu n'as pas, mais c'est pas grave. Les vieux sauront. Où le topo de base était une équipe avec des jeunes, une équipe jeune et ambitieuse, parfois vicieuse, donc avec des défauts, hein, évidemment. Et les équipes jeunes qu'on a envie de voir en action parce qu'elles ont déjà passé quelques caps en termes de développement. Je vais commencer avec ce qui me paraît être l'évidence et qui rentre dans la définition même peut-être de cette catégorie. Je pense que tu l'as peut-être mis là aussi. Bien sûr. Oklahoma City, évidemment, qui est quand même avancé maintenant. Le projet est en train de passer un cap. Shai Gilgeous-Alexander est un joueur All-NBA. Autour, les jeunes sont très développés. Josh Giddey, Lugensdorf, c'est même plus des... On a même du mal à les considérer comme jeunes presque. Maintenant qu'ils ont de l'expérience. Mais il y a un autre jeune qui arrive, c'est Chet Holmgren. Autour, il y a... Certains diront que ça manque peut-être de vétérans, mais les jeunes qui sont là sont des garçons extrêmement matures. Et ils ont ce côté à la fois donc, jeune et ambitieux, avec des choses à améliorer, hein, très certainement, mais aussi un style de jeu qui est divertissant, je trouve. Ça va vite, ça cherche à dominer l'adversaire de ce côté-là, et forcément, pour moi, c'est incontournable, et j'irais jusqu'à dire, et je l'ai déjà dit dans les précédents podcasts, ou dans les CQFR, ou même dans la Elite Session, c'est l'équipe que j'ai presque le plus envie de voir jouer cette saison NBA, qui m'intrigue le plus, et en même temps, il y a des certitudes, je trouve. Quand tu as Shai Gilgeous-Alexander, c'est une certitude, tu sais le niveau du joueur que tu mets sur le parquet, du franchise player. Donc il y a les certitudes et à la fois l'excitation de voir une équipe naissante se rapprocher du niveau des meilleurs. Dont Ousmane Dieng d'ailleurs qui va pouvoir un petit peu encore s'exprimer plus que la saison dernière. Donc, on l'espère, ouais. Il y a même le bonus Frenchie. Donc moi, j'avoue, Thunder dans ma liste, j'ai mis Thunder. Et tu sais, j'ai juste listé les équipes. J'ai mis 3 points d'exclamation après Thunder parce que c'est un peu la définition de cette catégorie de jeunes princes qui vient prendre sa place. En plus, ils étaient border playoff. Là, ils progressent pendant que d'autres équipes vieillissent un peu. Donc, on imagine qu'ils vont prendre du terrain. Et puis, pareil, c'est une équipe qui, peut-être à la trade deadline, va pouvoir accélérer encore, ramener un joueur. Enfin, en fait, ils ont toutes les armes, je trouve, pour prendre le pouvoir. Donc, pour moi, c'est la définition de cette catégorie. Carrément. Maintenant, j'attends de voir s'ils seront capables de prendre le pouvoir, c'est peut-être beaucoup, mais déjà se qualifier pour les playoffs sans grand mal, peut-être même sans passer par le play-in, ce qui serait déjà, vu la difficulté, le niveau de la conférence Ouest, ce serait déjà super. Mais moi, c'est l'étendard de cette catégorie. Ensuite, dedans, j'ai ajouté Indiana, moi. Ah bah écoute, c'est ma catégorie, mon équipe phare. C'est ton équipe phare de la catégorie, très bien. Alors, je vais te laisser parler de cette équipe phare. Ah bah, moi, tu me parles de Prince de la Ville, je pense à Prince Ali, évidemment, voilà. Tyrese Haliburton, franchement, rien que pour lui, c'est une équipe qui est extrêmement matable déjà parce que
je pense qu'on voit quand même se développer un des plus grands meneurs des 10 prochaines années. J'ai vraiment confiance en lui pour devenir un crack incroyable. Et c'est vrai qu'on a une équipe qui est vachement jeune, vachement dynamique. Là, tu parlais du jeu du Thunder qui était assez excitant. À Indiana, on a ça aussi avec des jeunes qui sont super athlétiques, qui sont super rapides, super intéressants. On a Ben Mathurin qui a été super en début de saison l'année dernière. Miles Turner qui est plus trop un jeune. Il arrive sur la fin de ce qu'on peut considérer comme un jeune, mais on l'a encore trop peu vu, j'ai l'impression. Il a encore un vrai potentiel. Pareil, il y a vraiment un bel effectif. Même leur draft de cette année est intéressante avec Walker. Donc j'ai envie de dire, il y a tous les critères pour qu'ils prennent un peu le pouvoir. Ben Shepherd aussi d'ailleurs dans la draft. C'est vachement jeune, c'est plutôt bien coaché, je trouve. Rick Carlisle, généralement, ça fonctionne bien. Ouais. Et je pense qu'ils sont prêts à monter en puissance, peut-être prendre une place en playoff, à l'Est qui est un peu plus faible. Donc pour moi, c'est vraiment les Prince Ali notamment, du coup, qui vont arriver avec leurs éléphants dans la ville et qui vont prendre le pouvoir. À leur échelle, bien sûr, je ne dis pas qu'ils sont contenders, mais une place en playoff, ça se tente. Ils ont l'effectif pour, et ils vont le faire de manière assez excitante, je pense. Après une référence 113 Prince de la Ville, maintenant on a une référence Disney Aladdin. Chacun sa génération. Il faut savoir que Benjamin a déposé le brevet sur le surnom Prince Ali depuis un article de l'année dernière. Vous pouvez retrouver les t-shirts sur princeali.fr, il n'y a pas de problème. Seulement 40 €. Voilà. Et je suis d'accord dans le sens aussi où, sur le côté ambitieux, les Pacers, avant que Tyrese Haliburton se blesse l'année dernière, où il a manqué pas mal de matchs, j'ai pas les chiffres en tête, mais il en a manqué quelques-uns, c'était une des équipes surprises et on les imaginait totalement finir dans le top et faire les playoffs ou au moins le play-in. Ça a chuté après et on s'était dit que c'était aussi peut-être dans leur intérêt. Dans tous les cas, c'était pas encore le moment pour eux de jouer les playoffs, mais tous ces jeunes joueurs qui ont des qualités diverses et variées, je pense à Andrew Nembhard aussi que j'aime bien dans la rotation. C'est vraiment une des équipes qui rentre dans cette catégorie. On a envie de les voir progresser, on a envie de voir Tyrese Haliburton franchir encore un palier. Donc tout à fait d'accord avec toi. D'ailleurs, dans les ajouts de l'été, j'ai pas de la draft, mais Obi Toppin, pareil, c'est intéressant. C'est jeune On aussi. a vu Jalen Smith l'été dernier, qui est aussi assez intéressant. En fait, on a plein de joueurs à regarder. Et Jordan Nwora qui est passé là-bas, qui est aussi intéressant. Enfin, je trouve l'équipe a vraiment tout ce qu'il faut. Et sans oublier Bruce Brown, du coup, qui vient quand même jouer le vétéran. Et pareil, il y a le côté un peu intriguant, je trouve, de est-ce qu'il va être à la hauteur de son contrat, qui est quand même massif et bien au-delà de ce qu'on attendait. Il y a tous ces facteurs-là qui fait que c'est super matable, je trouve. Voilà. Je trouve Bruce Brown est un joueur matable de base. Je le trouvais matable à Détroit, je le trouvais matable à Brooklyn. Mais carrément. C'est un joueur qui était sous-matabilisé, pour continuer dans le néologisme, mais on l'a vu avec Denver, tout ce qu'il apportait en sortie de banc, il se passait automatiquement des choses. Donc voilà, Indiana, équipe très matable. Moi, j'ai ajouté, tu t'en doutes, le Orlando Magic, vu qu'ils ne sont pas dans l'amour déraisonnable. Je les ai mis là parce que alors, certains diront que la draft et même l'intersaison a été timide. Oui. Voilà. Alors que d'autres, on pouvait penser qu'ils allaient tenter de frapper un coup pour montrer tout de suite leurs ambitions. Moi, j'aime bien le fait qu'ils soient restés sur ce noyau autour de Paolo Banchero, Franz Wagner, Markelle Fultz. Il y a des interrogations autour de Jalen Suggs, on sait pas, Cole Anthony, on ne sait pas trop s'ils feront partie du truc à long terme. Mais écoute, ça reste un noyau de jeunes joueurs qui jouent bien au basket. Magic jouait bien au basket l'année dernière. Je trouve que Jamal Mosley, c'est un coach qui travaille bien. Donc ça me semble extrêmement matable dans le sens où Banchero était pas si loin que ça du niveau qu'on attend d'un All-Star à l'Est l'année dernière. Je sais qu'on va pas faire le débat sur Paolo Banchero aujourd'hui, mais je le trouve déjà très très prêt pour assumer les fonctions d'un franchise player. C'est une équipe qui à un moment sur une dynamique l'année dernière était non plus pas si loin que ça du play-in, et je m'attends à ce qu'il passe, que grâce à ce noyau qui a commencé à se développer l'année dernière, qu'il soit ou dans le play-in ou pas très loin d'y être. Voilà, je trouve comme ça matable. Je vais pas te mentir, je vais pas non plus dire que c'est pas matable. Il y a plein de joueurs qui sont matables. Franz Wagner, Markelle Fultz quand il joue au basket, c'est super cool. Paolo Banchero, voilà, moi j'ai des réserves, mais encore une fois, c'est des réserves sur un joueur que je considère quand même comme un excellent talent. Donc voilà, c'est super matable. Mais c'est vrai que moi, je les ai mis dans une autre catégorie parce que je suis moins d'accord sur le côté c'est du très beau jeu développé, et sur le côté Paolo Banchero, border All-Star l'année dernière. Moi, je les vois un peu moins beaux que ça quand même. Donc, je les ai mis ailleurs.
Mais je comprends aussi ton point de vue de les mettre dans cette catégorie-là. Tu veux dire que j'aurais très bien pu les mettre dans la matabilité par amour déraisonnable, où je suis aveuglé par l'amour en considérant qu'ils jouent correctement au basket et qu'ils sont prometteurs. Mais j'ai mes propres biais, il n'y a pas de problème. Peut-être que c'est moi qui les mets là enfin, qui les mets pas là parce que j'ai un biais, tu vois, c'est tout aussi possible, hein, donc t'inquiète pas, Très bien, fais tes trucs, pas de problème. très bien. Moi, j'ai encore 2 équipes dans cette catégorie. Moi, j'en ai un, deux, trois, quatre, carrément. Ah ouais, bah, je te, je, te, Ah je ouais, te- ouais. je te laisse lancer avec une ou 2 équipes, alors vas-y. Moi, je suis très optimiste sur les jeunes, généralement, et dans les jeunes que j'ai envie de voir, il y a Brooklyn, où, voilà, Michael Bridges, qui a passé un peu ce cap de role player, dans le sens où il était un peu cantonné à un rôle défini dans lequel il était brillant, à quand même vraiment star, en l'occurrence. Et je pense que c'est un mec qui a un profil carrément all-star. Franchise player, je sais pas, je suis curieux de voir. Et je pense qu'ils peuvent se maintenir en playoff, malgré les départs de Kevin Durant, du coup de Kyrie Irving, qui avait quand même pas mal aidé à la qualification la saison dernière. Cam Johnson, c'est pareil, c'est très solide. Il y a du Dorian Finney-Smith, il y a du jeune de partout. C'est quand même une équipe qui est, je trouve, super excitante. Je suis super curieux de la voir. Et qui, je pense, a vraiment une carte à jouer. Même Jack Vaughn, on n'est pas encore sûr tout à fait de ce que ça peut donner avec un groupe aussi jeune. Et j'ai confiance en lui pour développer un beau basket. Après, voilà, la question, et ce qui fait que je suis sûr que toi, tu l'as mis dans la curiosité, ça va être genre Ben Simmons, par exemple. Euh, mais en présence de Bridges, de Johnson, de Claxton, de plein de joueurs comme ça, moi, je pense qu'ils ont un vrai coup à jouer, qu'ils sont prêts aussi à maintenir Brooklyn dans le play-in au moins. Et j'ai vraiment envie de mater ça. Et je pense que c'est les vrais princes de la ville de New York. Bah, Voilà. détrompe-toi, je les ai mis dans la même catégorie, toi. Je les ai aussi mis Ah, dans, waouh. ouais, je les ai aussi mis dans les jeunes. Alors, Michael Bridges, il rentre plus trop dans la définition du jeune joueur, je trouve. C'était déjà un rookie âgé quand il a commencé, mais le côté fraîcheur du moment est clairement là. Et autour, il y a des joueurs qui sont vraiment jeunes pour le coup. Mais oui, oui, je les ai mis aussi parce que. Alors oui, Simmons, c'est une curiosité, mais le noyau de l'équipe me paraît rentrer dans cette définition-là. Ça joue très correctement au basket et il manque pas grand-chose. Et on verra peut-être cette année que cet ingrédient sera ajouté. Et c'est peut-être le Ben Simmons l'ingrédient, j'en sais rien, hein. J'en doute un peu vu comment ça avait été difficile avec Jack Vaughn pour son utilisation. Mais il leur manque un tout petit ingrédient pour faire partie des toutes meilleures équipes de l'Est. Donc ça rentre totalement dans la définition pour moi. Puis même dans les signatures, la draft, Derek Whitehead, c'est pas mal, tu vois, je J'aime bien trouve. Derek Whitehead, moi. Et dans les signatures, il y a eu Lonnie Walker, Mm. il y a eu Dennis Smith Jr. C'est des mecs qui avaient fait un super taf la saison dernière, qui restent quand même assez jeunes. Donc voilà, ça ajoute en matabilité, en jeunesse à l'effectif. Donc Très on bien, prend. très bien, très bien. Donc là, on a la même. Je t'en laisse une autre, vu que t'en as encore 3, vas-y. Exactement, c'est ça. Écoute, moi je vais mettre, je pense que tu les as pas mis là. Donc je vais mettre les Pistons, Je les ai pas parce mis là. que. Ouais, je m'en doutais, j'en doutais. Tu ne crois pas en eux. C'est le bonus français Euh, encore? C'est le bonus Kylian Hayes, peut-être? non, parce que je suis même pas sûr que Kylian Hayes soit là au début de la Oui, c'est saison, possible, oui. forcément. Effectivement. Mais par contre, oui, voilà, je pense que Kate Cunningham est un joueur de basket qui est quand même assez merveilleux. Mhm. S'il peut tenir la saison prochaine en bonne santé, et moi, généralement, quand il n'y a pas de contre-indication, je suis plutôt du principe à dire que les joueurs vont pas se blesser, qu'ils vont pouvoir tenir sur le terrain, etc. Je pense qu'il peut vraiment emmener les Pistons quelque part. Pareil, Jalen Duren s'agrandit, Jaden Ivey s'agrandit, il y a l'arrivée d'Hauser Thompson. Je pense qu'ils peuvent jouer quelque chose dès maintenant. En fait, si c'était une équipe à l'ouest, je les aurais peut-être pas mis là. Mhm. Mais là, je pense qu'ils peuvent quand même faire un push pour tenter quelque chose, parce qu'ils ont une équipe qui est assez complète. J'ai déjà cité plein de joueurs, mais même dans les remplaçants, on peut citer, je sais pas, James Wiseman. Euh, il y a aussi, bah, du coup, Kylian Hayes, fatalement, qui tombe dans la catégorie. Pour l'instant, il y a Bogdanovic qui donne un petit peu de côté vétéran dans l'effectif. Marvin Bagley, qui reste un peu un joueur quand même intéressant, prometteur, entre guillemets, et en tout cas qui attire la curiosité. Donc l'effectif est assez stylé. En plus, oui, bonus français quand même pour Kylian Hayes et même Malcolm Kesalon qui a signé un two-way contract. Et donc, j'ai envie de dire que voilà, les Pistons peuvent faire quelque chose. En tout cas, je pense que ça a bien joué au basket. Plus Monty Williams qui arrive. Je trouve ça super matable. Je pense qu'ils sont prêts quand même à vraiment monter en puissance. Donc, prince de la ville pour moi aussi. Voilà. Je comprends l'argumentaire. Pour moi, ils sont Plus que le Magic. Voilà. pour moi, ils sont trop loin en termes de niveau des équipes qu'on a citées avant. Et tu vas voir aussi d'une autre équipe que j'ai mise là-dedans. Mais je comprends pourquoi. Enfin, ça me semble matable et je les regarderai, mais je les ai mis dans une autre catégorie. Je pense que l'équipe que tu viens de mentionner, je pense qu'on a la même. Voilà. Je te laisse aller de Est-ce l'avant, que ce mais serait par hasard les Cleveland Cavaliers?
Ah, raté. Non, pas du tout. Raté. Moi, j'ai mis les Cavs. J'ai mis les Cavs parce que alors, c'est une équipe de premier tour de playoff. Hein, donc, contrairement aux équipes citées auparavant. Ouais, non, si Brooklyn les a joués aussi. Brooklyn Oui. les a joués. Mais bon, dans un contexte quand même un peu particulier. Voilà. Cleveland, le noyau reste jeune. C'est-à-dire que Evan Mobley, Darius Garland, bon, Donovan Mitchell n'est plus jeune, hein, mais même Jarrett Allen n'est pas si vieux. Il y a je trouve que ce noyau de joueurs avec Okoro, il y a un noyau jeune et auquel il manquait peut-être un peu d'expérience collective et même individuelle pour Mobley, que j'attendais vraiment au tournant l'année dernière. Et je vais l'attendre encore plus au tournant là. Et je trouve, enfin, les voir jouer, c'est une équipe que j'aime bien voir jouer, que j'aimais beaucoup voir jouer l'année dernière. Et je trouve Evan Mobley en particulier très très matable. Donovan Mitchell, dont je suis pas ultra fan de base, ça reste un joueur qui peut être spectaculaire quand tu regardes des matchs. Au niveau du scoring, c'est quand même pas rien. J'adore Darius Garland. Voilà, calibre All-Star, et au niveau spectacle, c'est quand même pas mal aussi. Donc je les ai mis dans ces équipes dont le noyau est encore assez jeune et qui peuvent passer un cap cette année, je trouve, et qu'il faut regarder parce que c'est intéressant à voir. Je suis curieux de voir si Bickerstaff est vraiment l'homme de la situation pour leur faire passer ce cap. J'ai l'impression que c'est peut-être arrivé à ses limites là. Mais voilà, je me suis dit en les mettant que c'était une équipe qui était quand même très très haut à l'Est pendant une bonne partie de la saison dernière, qui a été victime d'un upset en playoff contre les Knicks. Donc c'est peut-être déjà plus fort que toutes les autres équipes qu'on a citées là. Mais voilà, moi je les range dans cette catégorie-là en développement. J'hésitais aussi. J'hésitais à les mettre dans 3-4 catégories différentes. Donc je comprends, c'est difficile à classer. Étant le genre difficile à classer, pareil, un peu le miroir à l'ouest. Pour moi, c'est les Pelicans qui sont quand même... Enfin, voilà, j'aurais pu les mettre dans la curiosité parce que Zion, est-ce qu'il va jouer déjà, pour commencer? Première question. Pareil, est-ce qu'ils sont si jeunes que ça? Pour moi, en fait, il y a un noyau jeune qui fait que je les mets dans cette catégorie. Ouais, parce que c'est les... En fait, ouais, c'est les jeunes que j'attends pour faire passer un cap. Parce que Brandon Ingram, je pense, a quand même atteint à peu près son plafond, qui est déjà très très bien, hein, d'ailleurs. CJ McCollum, c'est pareil. En fait, est-ce que Zion peut jouer? Est-ce que Herb Jones peut continuer de passer des caps? Est-ce que Trey Murphy peut continuer de passer des caps? Est-ce que la jeunesse peut vraiment donner à cette équipe ce dont elle a besoin pour passer de, normalement, équipe de playoff, voire équipe qui a embêté les Suns quand même en playoff en 2021-2022? Et est-ce qu'ils peuvent passer de ce cap-là à une équipe qui est peut-être un contender, pardon. Je me souviens que la saison dernière, quand il y avait tout le monde, toi, tu avais écrit un papier justement sur est-ce que les Pelicans ne seraient pas un contender. Et je suis d'accord avec toi, je pense qu'à pleine puissance, ils peuvent. Donc je les mets quand même dans cette catégorie de jeunes. Pour le coup, depuis le début, je dis qu'ils peuvent prendre le pouvoir. Pour le coup, c'est une équipe qui peut vraiment prendre le pouvoir et vraiment s'imposer parmi les places fortes de l'Ouest. Voilà, j'attends beaucoup les jeunes là-dessus. Et j'attends vraiment à ce que les Pelicans passent un cap la saison prochaine. Et j'ai l'impression que s'ils ne le passent pas, ils vont passer dans une autre catégorie, peut-être de, par exemple, la matabilité morbide, à tout hasard. Parce que voilà, ça commence à traîner un petit peu. Et Zion est un cas un peu inquiétant aussi. Donc voilà, pour moi, c'est le moment de passer un cap vraiment cette année. C'est pour ça que je les mets aussi dans la matabilité 113, si j'ai bien la ref. C'est ça. Voilà, je maîtrise les chiffres, donc ça va. Mais voilà, pour moi c'est dans cette catégorie-là. Et puis, comme je disais, il y a plein de jeunes à regarder, donc on peut se servir, il n'y a pas de Je problème. comprends l'argument aussi, je les ai pas mis là, mais vous noterez que j'ai annoncé Ja Morant MVP et les Pelicans Contender. On voit que ça a très très bien fonctionné. Donc ne m'écoutez pas. Après, pour m'auto-défendre un peu, la saison d'avant, j'avais fait un article pour dire que les Celtics pouvaient aller en finale NBA alors qu'ils étaient un peu dans le marasme au mois de décembre, histoire de sauver un peu ma réputation. Voilà, je ne dis pas que des âneries. Bah, même les Nuggets en finale, tu avais annoncé, donc il n'y a pas de problème, hein, ça se rattrape. Merci de sauver mon honneur. Entre deux conneries, je dis des choses de temps en temps pertinentes. Moi, j'ai plus d'équipe dans cette catégorie-là. Il t'en reste ou? Il m'en reste une, effectivement, voilà, qui, je pense, assez attendue, en fait, c'est le Jazz, tout simplement, parce que c'est une équipe qui, la saison dernière, était dans la première année de son nouveau projet. Je pense que c'est surtout comme ça que j'entends jeune, en fait. C'est-à-dire que l'équipe, c'est un projet naissant, une nouvelle équipe. Il passe encore un petit peu le deuil de Donovan Mitchell et de Rudy Gobert, avec des jeunes, justement, qui sont tous extrêmement intéressants. Donc, Lauri Markkanen, évidemment, mais même Taylor Hendricks qui vient de drafter, Keontae George qui a fait une super Summer League, Walker Kessler qui était carrément dans la course au Rookie of the Year, Ochai Agbaji qui n'a pas trop joué la saison dernière, mais j'aime bien aussi,
voilà, je pense qu'il peut prendre un rôle, enfin, il n'a pas trop joué, si quand même, mais je veux dire, il peut prendre un rôle encore plus grand la saison prochaine. Sexton, est-ce qu'il peut confirmer un petit peu on continue de l'attendre, voilà, est-ce qu'il peut faire quelque chose? Il y a plein de mecs comme ça que j'attends. Et puis même, voilà, est-ce que on peut donner un second souffle à John Collins, qui reste dans la catégorie un peu jeune dans ma tête, même s'il est plus tant que ça. Il est un peu dans l'entre-deux, j'ai envie de dire. Donc, c'est une équipe qui est jeune, c'est une équipe qui était assez compétitive toute la saison. Donc, j'ai envie de croire qu'ils peuvent encore passer un cap avec l'expérience, notamment parce que c'est un coach rookie qui va faire sa deuxième saison. C'est la deuxième de Lauri Markkanen. Il y a l'ajout de John Collins, il y a une bonne draft. Est-ce qu'ils peuvent passer un cap, prendre un peu le pouvoir aussi? Moi, je les attends carrément là, donc je vais les mater pour ça. Voilà. Je les ai presque. Enfin, je suis presque en train de regretter de ne pas les avoir mis dans cette catégorie-là après l'énonciation de tes arguments, mais je les ai mis ailleurs, tu verras tout à l'heure. J'exclus pas si on retranscrit ça par écrit de honteusement les changer de catégorie plus tard, mais ils sont pas là pour moi. Donc, on a fini avec cette catégorie Prince de la Ville. Tout à fait. On peut passer à la One Man Matability. Donc l'équipe qui, pour toi ou pour moi, on verra ce que chacun dira, vaut d'être regardé, d'être maté grâce à un joueur en particulier, parce qu'on sait qu'il va nous faire décoller du canapé à un moment ou un autre par des choses spectaculaires ou indifféremment, hein, évidemment, des résultats de son équipe. Même si les deux peuvent être liés, évidemment. Je vais commencer parce que c'est une équipe dont on a déjà parlé, parce que tu l'as classée ailleurs. Et je comprenais très bien pourquoi tu l'avais mise là, et elle a tout à fait sa place. Moi, je vais mettre Denver, parce que bon, c'est les champions, et donc ils rentrent dans la catégorie de la conscience professionnelle, il faut les mettre absolument, c'est une équipe incontournable. Mais pour moi, Nikola Jokic, il pourrait jouer à Cleveland, à n'importe quel... à chercher le nom d'une équipe de G-League improbable pour faire un effet, mais c'est totalement raté. Les Rio Valley... C'est exactement celle que je cherchais, parce que je les ai eu une fois dans NBA 2K, mon joueur avait dû partir là-bas. Donc, aux Vipers, voilà. Ouais, Jokic. Rio Grande Valley Vipers. Nikola Jokic pourrait jouer n'importe où. J'aurais envie de le voir parce que je sais que c'est la garantie de les fameuses passes laser, les passes aveugles, les angles incroyables trouvés. C'est une équipe qui est spectaculaire juste par sa simple présence, sans aucune dimension athlétique, sans dribble incroyable, sans dunk, enfin sans sauter. Je pense que lui et moi, on a à peu près la même détente. et c'est un joueur pour son coup d'œil, son intelligence qui est vraiment phénoménal, et l'équipe aurait mérité d'être regardée, même si ça n'avait pas été les champions, même si il y avait eu un autre supporting cast juste pour Nikola Jokic, donc je les mets dans la one man matability. Je comprends ça, j'avoue que pour moi il y a trop de trucs autour qui font que c'est trop beau, voilà, mais je comprends ça. Et dans le même genre, tu vois, je serais tenté, mais je les ai déjà mis ailleurs, de mettre les Mavericks là-dedans, parce que voilà, tu me tends la perche, je les ai mis aussi, j'ai mis Luka Doncic parce que j'ai beaucoup de réticences sur les Mavs, sur Kyrie Irving, sur tout ce qui est autour, même si je trouve que leur intersaison a été pas si inintéressante, ils ont fait des choses. Mais Doncic, voilà, pour ce côté attaquant prodige, joueur qui prend énormément de plaisir sur le terrain, qui a ce sourire carnassier quand il commence à te tuer. C'est un spectacle, un spectacle à lui tout seul, Luka Doncic. Donc il se trouve qu'il rend l'équipe aussi compétitive. C'est comme Jokic, c'est rare, à part l'année dernière où ça a été une configuration un peu particulière, mais sinon c'est aussi la garantie de compétitivité d'avoir Luka Doncic, c'est un gagnant. Donc, mais juste sur le spectacle, sur la matabilité à proprement parler, je mets aussi les Mavs juste pour Luka Doncic. Et ça je comprends parfaitement, voilà. Je tiens à dire. Moi, dans le même genre, voilà, j'ai mis les Lakers, dans le sens où ils ont quand même une équipe qui est quand même assez intéressante. Voilà, il y a aussi Anthony Davis, il y a Austin Reeves, Rui Hachimura, plein de joueurs que j'ai envie de voir. Mais la raison principale pour laquelle je vais les regarder, c'est quand même LeBron James, parce qu'on arrive à un moment, il faut se le dire, ça va être dur, mais ça va être la fin de LeBron James. C'est-à-dire que là, il va pas prendre sa retraite en 2024, mais on s'approche d'année en année de ce moment-là. Peut-être un moment, il va décliner aussi, même si on adore le vendre comme un cyborg, résistant au temps, etc. Il y a un moment où ça va casser, forcément. Personne n'est vraiment imperméable à l'effet du temps. Donc, pour LeBron James, en fait, je vais cliquer sur les Lakers et je vais vraiment regarder en particulier parce que il faut que je savoure ce moment-là et parce que ça reste quand même le joueur le plus excitant, je trouve, de l'effectif, qui garde un jeu spectaculaire, notamment parce qu'il sacrifie un peu la défense, aussi parce qu'il se convertit en vraiment meneur-passeur depuis plusieurs saisons, qu'il fait grandir son QI basket, qu'il évolue avec son temps. Donc en fait, pour tout ça, j'ai envie de dire, un peu comme toi avec les Nuggets, la raison qui me fait cliquer sur les Lakers, ça va être LeBron James. Je cliquerai sur n'importe quelle équipe pour LeBron James, et là, en l'occurrence, c'est Los Angeles, donc ça part.
Voilà. Je comprends. J'avais mis les Lakers dans la toute première catégorie, et peut-être que je suis, je vais pas dire blasé, parce que je me rends compte parfaitement de la grandeur de LeBron et de son importance. Enfin voilà, je l'ai vu depuis le début. C'était génial suivre sa carrière sans accroc extra sportif et avec à la fois des décisions surprenantes et des exploits incroyables. Je clique pas automatiquement sur LeBron, voilà, pour tout te dire. Je le Waouh. trouve. Non, mais je le trouve. C'est le meilleur vétéran de l'histoire de la NBA, il n'y a aucun souci. Shai LeBron hater, donnez votre avis dans les commentaires. Pas du tout LeBron hater. Justement, je respecte énormément tout ce qu'il fait. Sa place dans les classements all-time est assurée très très haute. Mais je cliquerai pas juste pour lui, tu vois. Je cliquerai sur les Lakers parce que j'ai envie de voir si cette grosse machine médiatique et avec une fanbase toujours importante va y arriver, parce qu'il y a les attentes obligatoires pour les Lakers. Hein. Mais pas juste, je ne cliquerai pas juste pour LeBron. Ça m'est arrivé par le passé, le LeBron de 25, 28 ans, 30 ans presque même. Tu savais que c'était la garantie de perf juste invraisemblable et athlétiquement surhumaine. Là, c'est son cerveau qui le fait fonctionner et qui fait qu'il est encore phénoménal et qu'on n'a jamais vu un joueur de cet âge-là avec autant de kilomètres au compteur être aussi fort. Mais bon, de toute façon, c'est pas un débat sur LeBron, il y en aura d'autres sur sa longévité, sa grandeur. Clairement. Mais voilà, contrairement à toi, je cliquerai pas juste pour LeBron. Voilà. Je comprends ça. En revanche, je cliquerai. Alors, une équipe dont on a aussi parlé tout à l'heure, toi tu l'as mis dans la matabilité par amour déraisonnable. Moi, je vais regarder San Antonio pour Victor Wembanyama, tout simplement. Je l'ai aussi mise là-dedans parce que je comprends. Voilà, ouais. C'est quand même pour ça. Bien sûr. Mais alors, il y a plein de choses sur les Spurs intéressantes. On a aussi envie de voir, ça peut être une équipe avec un noyau jeune qui se développe et tout ça. Ils peuvent rentrer dans plusieurs catégories de matabilité, je trouve. Il y a de très bonnes raisons de regarder les Spurs, mais je pense que du point de vue français, et même pas que français, on a tous envie de voir ce que va donner Victor Wembanyama, s'il va répondre aux attentes, à la hype incroyable et inédite qu'il a autour de lui. Donc voilà, je pense que si là tu me dis Wembanyama s'est blessé en pré-saison ou après 3 matchs et il est plus là jusqu'à la saison prochaine, je pense pas que je vais regarder les Spurs, ou très peu. Dur. Non mais c'est une franchise que j'aime bien. Popovic, il est incroyable. Enfin, il y a plein de bonnes raisons d'apprécier les Spurs, mais par contre de les regarder, de cliquer sur le League Pass pour les regarder, s'il n'y a pas Wembanyama, je clique pas, je pense. Et la saison dernière, même si à chaque fois que je les ai regardés, je les ai trouvés intéressants, j'ai pas eu le réflexe de cliquer sur eux, j'ai pas eu l'envie de cliquer sur eux, tu vois. Donc, je t'avoue, j'ai beaucoup aimé justement l'année dernière, c'est pour ça aussi que je les ai mis dans Amour déraisonnable. Je comprends. Et puis il y a l'histoire autour de San Antonio, les Français, on a tous, je pense, les 3/4 des Français, des fans français ont de l'affection pour San Antonio parce que Tony Parker, parce que c'est l'équipe, ça a été une dynastie, et voilà, c'est tout à fait légitime. Moi, je dis juste que pour l'instant, c'est surtout Wembanyama qui va me faire cliquer, et le reste, j'attends de voir. Voilà. Pour la petite teinte, moi perso, mon attachement à San Antonio, c'est plus Kawhi Leonard que Tony Parker parce que je suis arrivé plus tard fatalement. Ouais. Et voilà quoi, Kawhi, c'est un mec qui m'a fait vraiment kiffer aussi. Dans le même genre que les Spurs, vraiment pour les mêmes raisons, j'ai mis les Wizards aussi parce que en fait, j'ai quasiment aucune raison de regarder les Wizards concrètement, mais j'ai quand même envie pour regarder Bilal Coulibaly, qui quand même est un crack français qu'on attend assez fort. Et pareil, en termes de matabilité, Bilal Coulibaly, c'est très très matable. Tu l'as pas mal suivi l'année dernière aussi, donc tu étais peut-être plus au fait que moi. Moi, j'ai bien beaucoup aimé sa Summer League. J'avoue que j'ai surtout vu des highlights plus que des matchs entiers de lui la saison dernière, du coup. En termes de matabilité, c'est beaucoup de... Quand même, on s'attend à beaucoup de dunks, beaucoup de contres, un jeu athlétique intéressant. Pareil, il y a le côté un peu... diamant brut, comment est-ce qu'ils vont réussir à le développer. Je suis quand même curieux de voir ce que Jordan Poole va faire à Washington, parce que là, c'est presque de la matabilité morbide, ou je sais pas trop. En fait, j'ai du mal à mettre un mot dessus, parce que je sais pas ce que je pense de Jordan Poole, mais c'est un peu... Jordan Poole, c'est le joueur de Schrödinger, tu vois. Je vais le regarder, je sais pas encore ce que c'est, mais je vais ouvrir la boîte, et je vais regarder et savoir si c'est un bon joueur de basket ou un mauvais joueur de basket. Mais Bilal Coulibaly, voilà, je vais regarder pour lui les Wizards. Je sais qu'il va rendre l'équipe matable quand il va jouer sur le terrain. Et du coup, voilà, quoi, je vais manquer assez peu de matchs des Wizards parce que je vais voir tous les matchs de Bilal Coulibaly. Et pour le coup, si Bilal Coulibaly se blesse, tu peux être sûr que je ne cliquerai pas sur les Wizards sur le League Pass. Ça rentre totalement dans la définition. Et alors moi, au final, j'aurais pu mettre ça aussi dans l'amour déraisonnable parce que j'ai aucune affection pour les Wizards, ni pour la ville de Washington, j'y suis allé 3 ou 4 fois et j'ai franchement pas kiffé à chaque fois. Mais par contre, j'ai cet amour peut-être déraisonnable. Je le trouve pas déraisonnable parce que je crois encore en lui.
Pour Deni Avdija, évidemment, si vous nous suivez, vous savez à quel point j'adore Deni Avdija et que depuis le début, je pense qu'il est fait pour jouer à un très haut niveau en NBA. Pour l'instant, on l'a vu avoir de bonnes séquences, avoir un rôle intéressant aux Wizards, mais pas encore celui auquel je pense qu'il peut prétendre. Et là, cette saison en particulier, je me dis que c'est le moment où c'est une équipe qui se reconstruit, c'est le moment de trouver les joueurs autour desquels tu vas poursuivre, vu qu'il n'y a plus Bradley Beal. Et c'est un joueur que j'adore regarder dans tous les cas. Je trouve que c'est un playmaker formidable, que c'est un excellent défenseur, il a du flair. Voilà. Ça termine parce que à la base, on parlait pas de Deni Avdija, mais tu as quand même réussi à glisser et à faire ton petit speech dessus, tu vois. Mais parce que je les ai mis j'ai mis les Wizards dans la one-man matability, c'est pour ça. Ah, carrément, ah d'accord. Voilà, c'est pour ça que je te disais ça. C'est pas gratuitement, je peux très bien faire du lobby pour Deni sans aucun souci à n'importe quel moment, mais là c'est juste que je les ai classés dans la one-man matability pour sa présence, parce que je vais voir une affiche, n'importe quoi, Washington-Charlotte, qui est pas très alléchante sur le papier. Je vais me dire, allez, allons voir si Deni Avdija est en route pour le trône. J'exagère, mais en tout cas, voilà, c'est un choix très personnel, mais c'est un des joueurs qui font que je vais mettre un match de son équipe plutôt que le contraire. Voilà. Là où je trouve son amour de Deni Avdija déraisonnable, c'est pas dans le fait de l'aimer, parce que je l'apprécie beaucoup aussi, c'est la proportion en fait, que je trouve dingue. Mais il faut rappeler aux gens, tu vois, il faut s'engager, tu vois, il faut investir dans un joueur pour que après on dise pas juste ah ouais il est arrivé après coup, tu vois. C'est vrai. Non, c'est pour ça que je dis aussi que c'est un amour déraisonnable, car un peu trop passionnel, voilà. Clairement. Est-ce que j'en ai un autre, moi, là-dedans ? Je crois que c'est tout de mon côté pour les one-man matability. Est-ce que t'en as d'autres ? Il m'en manque plus qu'un parce que je sais pas où mettre cette équipe. J'ai mis les Hornets parce que, en réalité, je pense que je cliquerais quand même s'il n'y avait pas le joueur en question, pour voir Brandon Miller et parce que c'est un projet jeune, etc. Malgré tout, la raison, 85%, je veux dire, de la raison pour laquelle je clique sur les Hornets, c'est LaMelo Ball. Parce que malgré tout, ça reste un joueur qui est extrêmement prometteur. Jusqu'où il peut aller, ça, j'ai envie de le savoir. En termes de matabilité, c'est très haut, ça va vite, ça va dans tous les sens. C'est des passes spectaculaires, c'est près du cercle. Pareil, les finitions, elles sont souvent un peu surprenantes. Donc, c'est un joueur que j'ai envie de mater, parce qu'on parle de ça. Et ouais, les Hornets, j'ai eu du mal à trouver des raisons de les mater, justement, parce que ouais, ce mot est toujours aussi drôle. Mais voilà, c'est pas un effectif qui vend du rêve. L'intersaison, désolé, mais ouais. Voilà, c'est le mot qui l'emploie. Ouais. J'ai pas envie de regarder Bridges jouer au basket. L'équipe me vend pas du rêve, le coach me vend pas du rêve, je sais pas où le projet va. Par contre, LaMelo Ball, je cliquerai quoi qu'il arrive. Brandon Miller sans doute un peu, mais LaMelo Ball en particulier, je cliquais et je vais regarder les matchs Hornets pour lui et pour quasiment aucune autre raison. Je comprends. Je les ai pas mis là, mais encore une fois, effectivement, c'est un joueur spectaculaire et ça s'entend tout à fait. On va passer à une autre catégorie. Plus que deux, hein. Ouais, plus que deux. La matabilité morbide. Carrément, j'en ai assez peu, mais je sais que toi t'en as beaucoup. Là, je me suis un peu raisonné. D'accord. Après, tu dis deux catégories, mais il y a aussi celle où la matabilité inexistante. Mais moi, en fait, j'ai aucune équipe en matabilité D'accord, inexistante. c'est parce que moi Voilà. j'en ai, c'est pour ça. Je créerai ma propre catégorie, voilà, vous inquiétez pas. Mais on peut. Moi, je veux voir tout le monde, au moins par curiosité, voilà. Oui, non, mais je dis ça, je le ferai aussi, mais celles pour lesquelles, il y en a pour lesquelles, je vais les faire maintenant, comme ça c'est évacué. Je t'en prie. Pour se mettre les fanbases à dos tout de suite. Alors, t'en as parlé tout à l'heure, je sais que c'est injuste et j'ai bien aimé le côté Allez, leur les histoire de l'année Pistons, dernière. c'est bon. Non, Hop. il n'y a pas les Pistons. Ah, même pas. Non, j'ai mis le Jazz. Incroyable. J'ai mis le Jazz. Ah ouais. J'ai mis le Jazz alors que j'ai trouvé ça top que l'année dernière avec une équipe de mecs qui n'étaient pas censés être là, qui se sont fait trader, qui n'avaient aucune envie d'être là où ils étaient, ont été aussi surprenants et aussi bons pendant aussi longtemps. Par contre, c'est presque historique pour moi, j'ai toujours du mal avec l'identité graphique de l'équipe, la ville. Ça me donne pas de base envie de cliquer. Et là, j'ai pas d'affect particulier pour un joueur ou un autre. Et j'ai pas, comme ça, de prime abord, j'ai pas envie de regarder. Après, comme tu disais tout à l'heure, je vais regarder parce qu'ils vont forcément jouer contre des équipes que j'ai envie de regarder, c'est la loi du truc. Mais je cliquerai pas pour eux. Donc j'ai pas envie de regarder cette équipe particulièrement. Il y a rien qui m'excite en particulier. Donc j'ai mis le Jazz. Et l'autre équipe, j'ai mis les Toronto Raptors. Voilà. Ah ouais, carrément. Ouais, je m'attends pas à des surprises de leur part. Je trouve leur attentisme en termes de reconstruction de l'équipe un peu exaspérant. Par contre, il y a des joueurs que j'aime bien dans l'équipe. J'aime beaucoup Pascal Siakam, ça il n'y a aucun souci.
Mais autour, ça me vend pas du rêve, comme tu disais tout à l'heure pour certaines équipes. Toronto me vend pas du rêve. C'est une équipe qui a été championne là il y a pas longtemps, avec là aussi une belle histoire, mais y a rien qui m'emballe, qui me fait dire ah tiens, je vais aller voir ce que devient OG Anunoby ou ce que donne Scotty Barnes. Il y en a plein qui, là, c'est vraiment un truc personnel, hein, mais Moi, ça me fait cliquer, moi, ça, en tout je cas. comprends, mais je comprends tout à fait. Mais voilà, pour l'instant, là, à ce stade-là, j'ai pas envie me donnent pas envie de cliquer, donc matabilité inexistante de mon point de vue. Je répète, c'est très personnel et vous avez tout à fait le droit de trouver que Toronto sera l'équipe la plus divertissante et intrigante de la ligue. Voilà, c'est les deux, Moi, c'est les deux que j'ai vraiment. j'ai un côté un peu déraisonnable avec Toronto aussi, parce que c'est Ouais, une équipe que j'aimais beaucoup au début, donc ouais, je comprends aussi. c'était- Il y a plein de. il y a ça aussi, voilà. Enfin, ça va dans les deux sens, en tout Ouais. cas. C'est pour ça que ce qu'on affirme là, c'est pas de la vérité générale, ça reste du truc perso. Surtout quand on parle de matabilité, Oui, j'adore les stats, mais c'est pas encore très quantifiable. voilà. C'est vrai que tu peux pas trop mettre les stats en. Il y a pas de coefficient de matabilité, quoi. J'aimerais bien, en vrai, mais Tu un pourrais jour, on y arrivera. tu pourrais nous préparer ça. Quand la science sera suffisamment développée, on arrivera à faire ça. Voilà. Voilà. Donc cette catégorie est évacuée parce que c'est les deux seuls que j'ai vraiment pas envie de regarder. La fameuse matabilité morbide où on sait qu'il y a un risque élevé de crash, que ce soit pour une équipe moyenne ou un contender, et qu'on veut être là quand ça se produit, on veut regarder ces matchs-là et que c'est un peu, comment dire, ouais, morbide, hein, c'est le terme. Ouais, non, c'est ça. Je me souviens, il y avait une exposition dans Ouais. Paris une fois avec où l'œuvre principale c'était une vache découpée en deux qui était dans du verre. Et en fait, les gens venaient pour voir ce que ça donnait, un peu par fascination morbide. Hmm. Je veux dire, c'est un peu ça en fait ce qui se passe. Tu sais que ça va être un peu gore, un peu voilà, mais tu peux pas détourner le regard. C'est Je comme, trouve que c'est ça la définition. c'est comme sur l'autoroute quand il y a un accident et qu'il y a 15 voitures qui freinent juste pour regarder si elles n'ont pas un bout de sang, du sang à voir, quoi. C'est un peu Ah ça. ouais. Tu vois un peu l'analogie bancale, la voilà. Donc cette fameuse. Ouais, vas-y. Non, j'allais dire, c'est pas plus bancal que ma vache découpée en deux, donc ça va quoi. Cette fameuse matabilité morbide, donc. J'ai mis, pour commencer, histoire qu'on nous dise bien qu'on est des haters de cette franchise ou que je suis un hater de cette franchise. Ils sont là aussi, voilà. Bon, très Je bien. préfère annoncer. C'est bien comme ça, tu me laisses pas tout seul dans le bateau des supposés haters de cette franchise. Mais ça va avec c'est dans la continuité des doutes que j'ai émis et qu'on a globalement émis sur eux. J'ai mis les Sixers. J'ai mis les Sixers parce que c'est une équipe qui a le MVP quand même. Hein. C'est une équipe qui est en théorie tout à fait matable. Joel Embiid est un joueur matable. James Harden, c'est discutable en termes de qualité de matabilité parce que son style de jeu ne plaît pas forcément à tout le monde. Moi, je suis pas fan, mais par contre, je reconnais que c'est un joueur absolument phénoménal et que ça a été et que c'est encore un joueur très très fort. Mhm. Mais malheureusement, je sens que ça a atteint ses limites. J'ai aussi dans l'idée que Joel Embiid, au bout d'un moment, va finir par demander son trade. Je me trompe peut-être et finalement, j'espère me tromper parce que je suis un partisan de la fidélité pour les franchises NBA. Et si tu me dis aujourd'hui, si tu signes en bas, Joel Embiid fait toute sa carrière à Philadelphie et gagne un titre, je suis tout à fait d'accord et je serais très heureux. J'ai juste l'impression que c'est pas le cas et j'ai l'impression que ça va malheureusement mal se terminer dans ce sens-là. Et donc je vais regarder quand même parce que c'est Philadelphie, que c'est Embiid, que c'est Harden s'il est toujours là et que c'est une franchise historique. Mais je pense que ça va mal se terminer, donc je vais aussi regarder pour ça. Bah, moi, en fait, c'est vraiment ma vache coupée en deux, justement, ou ma voiture accidentée. C'est James Harden parce que c'est quand même. Il veut partir. Hmm. Il se sent pas bien dans la franchise. Il veut partir parce qu'il a l'impression qu'il n'est pas pris au sérieux, qu'il n'est pas respecté par le front office. Donc, il n'a pas envie de jouer. Donc, déjà, est-ce qu'on va avoir un truc vraiment où il va traîner des pieds dans le jeu? Enfin, pour moi, c'est pas viable de jouer, de vraiment essayer de développer une équipe compétitive autour d'un mec qui a pas envie de jouer dans cette équipe. Donc, pour moi, ça va être vraiment chaud. Et même le remplaçant, en fait, on est sur un marché qui est tellement saturé. Il y a très peu d'équipes qui peuvent se positionner. Damian Lillard, c'est la cible prioritaire. Les Sixers, ils veulent un joueur compétitif en échange. En fait, c'est trop spécifique et je pense qu'ils ne trouveront pas. Donc, que ce soit James Harden ou que ce soit un remplaçant, je pense que l'équipe va perdre en capacité. Et Joel Embiid, qui est dans son prime, qui est le MVP, lui, il veut jouer le titre et c'est normal. Et pareil, à côté, tu as l'extension de TS Maxi qui traîne aussi de son côté. Il y a eu un manque de profondeur l'année dernière qui n'a pas été adressé pendant l'intersaison. Donc en fait, il y a ce côté un petit peu où, ok, il y a un nouveau coach, je suis curieux, mais il y a aussi des inquiétudes. Donc est-ce que s'il rate, pour moi, ça va vraiment être dramatique parce que ça va être dur de se relever du départ de James Harden parce qu'il y a un manque de ressources. Donc en fait, on arrive peut-être sur la fin du projet
Et c'est là où vraiment la patience de Joel Embiid notamment va être éprouvée, comme tu dis, est-ce qu'il va demander son transfert? Je vais regarder en me disant, je vois pas comment ça peut bien finir. Et si ça finit bien, c'est top, hein, tant mieux pour eux, mais je vois pas comment ça pourrait bien finir. Mais je vais quand même regarder parce que c'est l'équipe du MVP, Joel Embiid me fascine, c'est une équipe qui joue bien au basket normalement, il y a un nouveau coach, et d'un côté, j'ai l'impression qu'ils sont condamnés, quoi. Donc, matabilité morbide, ça rentre dedans. Très bien. On est d'accord là-dessus. Une équipe que toi, tu as classée dans une autre catégorie et que moi, j'ai mise ici, j'ai mis les Los Angeles Clippers. Ah, carrément. Ouais, parce que je suis extrêmement pessimiste pour eux depuis pas mal de temps. Je considère que cette fameuse fin de projet, fin de cycle que tu évoquais pour les Sixers, j'ai l'impression qu'on est là aussi, hein, parce que Paul George et Kawhi n'ont malheureusement pas réussi à faire vraiment de campagne de playoff ensemble et à jouer assez longtemps ensemble pour que ça débouche sur quelque chose. Y a des choses intéressantes. Moi, j'ai beaucoup aimé la résurrection de Russell Westbrook. Et comme tu le disais tout à l'heure, quand Paul George et Kawhi Leonard jouent, c'est très très intéressant à voir. C'est des joueurs phénoménaux. J'aime bien Tyronn Lue. Il y a plein de choses que j'aime bien. Sauf que je suis tellement persuadé malheureusement que c'est voué à l'échec et qu'on risque encore d'avoir des phases où on se demande si Kawhi va revenir, si il est en accord en termes de décision avec le staff médical, si Paul George va pas lui aussi se faire un pépin. Je vais regarder en espérant que ça fonctionne, parce que je veux toujours, je suis comme toi, hein, c'est pas parce que je mets des équipes là dans ces trucs là que j'ai envie que ça marche pas. J'aimerais que ça marche, mais je suis ultra sceptique et je vais regarder avec comme idée dans la tête qu'il y a un moment ça va pas le faire et qu'ils vont devoir prendre la décision de faire quelque chose à ce sujet parce qu'ils ont une nouvelle salle, qu'il faut que ça, comme on en a parlé la dernière fois, il faut arriver dans cette nouvelle salle avec quelque chose à vendre aux gens pour qu'ils viennent, parce que si tu viens, si les Clippers, ça doit être l'équipe de Norman Powell et Terrence Mann, c'est compliqué. Donc je vais regarder en me disant, est-ce qu'ils vont tenir le choc? Est-ce que quand ils seront pas là, ça va fonctionner? Est-ce qu'ils seront assez forts pour être classés assez haut, pour être compétitifs en play? Enfin, il y a plein de choses où je vais regarder, pour le coup, mais en me disant, avec cette idée derrière la tête, que ça va pas le faire, quoi. De toute façon, je comprends parce que pour moi, il y a deux visions des Clippers possibles. Soit c'est la catégorie que j'avais évoquée de l'amour du jeu et du côté un peu professionnel, Ouais. est-ce qu'on croit et on est optimiste. Soit tu es pessimiste et c'est morbide et il n'y a pas d'entre-deux en fait. Parce que tout dépend de la santé de Kawhi Leonard et de Paul George. Et s'il se casse, bah, c'est morbide, et s'il ne se casse pas, c'est l'idylle tant attendue. Donc il Ouais. n'y a vraiment pas d'entre-deux. Donc c'est l'un ou l'autre. Ceux qui voient le verre à moitié plein et ceux qui voient le verre à moitié vide finalement. Comme moi, c'est ça. C'est ça exactement. Et bah, moi, un petit peu dans le même genre, enfin, pas tout à fait, mais dans le côté un peu voué à l'échec, et on les regarde se débattre un peu, j'ai les Bulls, Je les ai mis aussi. où bah voilà, les Bulls, ils me donnent les boules parce que c'est quand même un truc où tu as l'impression qu'il y a des joueurs très très talentueux. Ouais. DeRozan, on l'adore évidemment, ça fait du très beau basket. Zach LaVine, c'est une star. Nikola Vucevic est un super pivot qui pourrait sans doute jouer un rôle important dans une équipe très compétitive. Il y a les armes, mais l'impression que ça clique pas déjà, que l'effectif est pas assez équilibré, qu'il manque clairement quelque chose, que ces joueurs-là sont pas compatibles et que aucun d'entre eux est un vrai franchise player qui te permet vraiment d'aller chercher quelque chose concrètement. Donc l'impression que c'est voué à l'échec, à jouer le milieu de tableau et que cette équipe-là elle ne peut qu'exploser. Je les vois pas en fait, je les vois et je pense que personne ne les voit devenir contender cette année. Et je pense que se qualifier en playoff en étant 8e et se faire sortir au premier tour, c'est pas une vie quoi en fait. Ouais. Donc j'attends la reconstruction de cette équipe. Je pense que tôt ou tard, le front office va décider de profiter de la valeur de LaVine, de Vucevic, de DeRozan pour monter des transferts et récupérer des tours de draft. Et que ce sera le début d'une formidable reconstruction, mais qu'en l'état, le projet ne va nulle part. Donc que c'est de la matabilité morbide, un peu là où tu vois la voiture qui s'avance dans le mur et t'attends le crash, tu vois, et tu peux pas détourner les yeux. C'est ça, mais c'est un peu c'est pour ça que je les ai mis là aussi. Donc pareil, hein, c'est une franchise historique, donc je l'aurais regardé pour le côté presque professionnel, même si c'est quand même pas l'équipe la plus emballante à regarder depuis des années, mais je suis aussi assez pessimiste sur le projet et sur le fait que ces trois-là vont encore jouer ensemble et que bon, peut-être qu'en février on n'aura pas le même discours et que ça aura changé, mais en attendant, ouais, on va les regarder en se disant ok, mais pourquoi quoi? Il y a toujours le même coach, toujours les mêmes joueurs majeurs, donc je suis assez d'accord avec toi là-dessus. J'ai encore une équipe de ce côté-là. Je pense qu'on a peut-être la même, on va voir, mais... Ah, je sais pas. J'ai mis Minnesota. Ah ouais, non, on n'a pas la même. Je te laisse expliquer. Pourquoi Bien sûr. Minnesota? Alors, Minnesota que j'aurais également pu mettre dans la dernière catégorie qu'on évoquera tout à l'heure et j'ai vraiment beaucoup hésité. J'ai hésité parce qu'il y a quand même des joueurs que j'aime bien dans cette équipe qui a Rudy et que j'aime quand j'ai envie de le voir faire taire les sceptiques
sur le trade, sur son côté unidimensionnel qui pour beaucoup n'est pas suffisant pour porter une équipe très loin. Mais je les ai mis dans la matabilité morbide parce que j'ai l'impression que ça ne fonctionnera pas. Quand j'entends Karl Anthony Towns pendant l'intersaison, alors que c'est quand même c'est le visage un peu de la franchise, même si Anthony Edwards est en train d'en devenir le franchise player par son niveau, j'ai l'impression qu'il est un peu déconnecté du reste et qu'il y a encore beaucoup de manquements, quoi. C'est-à-dire que les 3 joueurs les mieux payés de l'effectif, c'est des intérieurs, c'est Kat, c'est Rudy et c'est Naz Reid. C'est les plus gros salaires. Bon, il y a Anthony Edwards maintenant, mais donc 3 des 4 plus gros salaires, c'est des joueurs intérieurs. Je suis toujours pas persuadé que Kat et Rudy puissent jouer ensemble. Donc tant qu'on reste sur ce format-là, je suis pas optimiste. C'est-à-dire que je pense qu'ils peuvent faire un bilan à l'équilibre ou pas loin, mais qu'au fur et à mesure, on va les voir foncer dans le mur et se dire qu'il faut bouger parce que c'est pas viable en fait. Donc j'ai hésité entre les deux, mais je suis tellement peu optimiste pour la finalité que je les ai quand même mis là, tu vois. Et je vais le dire, ça concerne principalement Kat parce que avec tout le talent qu'il a et ce qu'il est capable de faire, l'idée qu'il se fait de lui-même et même de la qualité de son équipe en fait, tout ce qu'il a dit pendant l'intersaison, je trouve ça assez terrifiant en termes de réalisme et de savoir où en est vraiment ton équipe, quelles sont ses possibilités. Donc je les ai mis là, c'est-à-dire que je vais regarder. J'aurais regardé sans doute un peu pour Rudy. Rudy n'est pas le joueur qui a le jeu le plus spectaculaire et glamour de l'NBA, on le sait. Je vais regarder aussi parce qu'il y a Anthony Edwards qui lui pour le coup est un peu plus divertissant. Mais l'idée vraiment qui prédomine quand je m'imagine en train de les regarder, c'est est-ce que c'est le match où on va vraiment se rendre compte que ça peut pas du tout fonctionner et qu'il va falloir faire quelque chose, quoi. L'année dernière, on l'a vu en partie, surtout avant la blessure de Kat. Après, ça a été un peu différent, mais je les ai mis là-dedans. Je sais que c'est pas. Je pense que beaucoup des gens les mettront pas là, mais voilà. Ouais, je comprends aussi. Moi, je les ai mis juste en dessous dans la matabilité curieuse, Ouais. mais je peux comprendre aussi. Et du coup, toi, tu as fait le tour de tes équipes en matabilité morbide. Absolument. Moi, j'ai quand même mis les Blazers, Hmm. dans le sens où, en fait, j'aurais pu très bien le mettre ailleurs aussi, hein, c'est pareil. Ouais. C'est juste le cas Lillard, en fait. C'est-à-dire que le projet en l'état, je peux pas dire je les regarde parce qu'ils ont un young core de fou. Je peux pas dire je les regarde parce qu'il y a Damian Lillard. Je suis dans l'entre-deux où j'attends la fin du projet et que le projet s'écroule un peu. Ouais. Parce que Lillard, c'est le seul joueur de plus de 30 ans dans l'effectif. Que c'est vraiment le visage actuel. Et que là, il a demandé son transfert. Donc c'est quand même un peu triste, un peu gris au-dessus de Portland. Donc on arrive sur quelque chose d'assez morbide, en fait, de la mort d'une équipe. Maintenant, je pense qu'une fois passé ce cap de morbidité en ce qui concerne spécifiquement le transfert de Damian Lillard, on aura quand même une formidable reconstruction qui passera dans le côté peut-être même matabilité par amour déraisonnable parce que j'adore Scoot Henderson et que Ryan Rupert, pareil, j'y crois. Mais au moins en matabilité curieuse parce qu'il y a un young core qui est très intéressant. Mais là, actuellement, tant que Lillard est là, pour moi, c'est de la matabilité morbide et c'est une équipe qu'on attend voir se déliter. Pareil, voir Jeremy Grant et son contrat assez massif partir, c'est quelque chose qu'on va attendre. Youssouf Nurkic qui a du mal à faire ses saisons complètes. Pour l'instant, on regarde ça plus par morbidité qu'autre chose. Donc, il y a ce côté où les jeunes sont super excitants. Et de l'autre, plein de choses qu'on attend de voir se casser la gueule parce qu'on sait que ça va se casser la gueule et c'est dans l'ordre des choses. Donc, pour l'instant, pour moi, c'est du morbide. Mais voilà, c'est Chenille qui deviendra papillon. Je comprends. Moi, je les ai mis. Du coup, c'était ta dernière équipe, hein, c'est ça? C'est ma dernière. D'accord, parce que la transition est trouvée, parce que pour le coup, j'ai mis les Blazers dans la catégorie matabilité curieuse. Parce que alors, je pars du principe, effectivement, qu'il n'y aura plus Damian Lillard ou qu'il ne jouera pas les premiers matchs avec l'équipe. Je suis curieux, j'ai envie de leur laisser une chance, de laisser une chance au produit. Est-ce que ça peut être très regardable quand même? C'est-à-dire que si Scoot Henderson est bien le joueur qu'on a vu en J-League et le joueur qu'on attend, ça va être extrêmement spectaculaire, donc ça peut donner envie de regarder. Ça peut devenir une équipe en one-man matability assez rapidement. Mais il y a aussi Shaedon Sharpe, dont tu sais que tu vas décoller du canapé une fois ou deux pendant les matchs parce qu'il fait des choses invraisemblables en termes de détente avec ses dunks. Bon, j'ai un petit fait pour Jeremy Grant depuis des années, c'est un des joueurs que je préfère en NBA, donc il y a toujours des choses qui me feront les regarder. Et le côté Scoot Henderson, est-ce que c'est vraiment le gars qui peut être à la tête du projet de reconstruction? C'est ce qui fait que je suis curieux et que je les ai mis dans cette catégorie-là en fait.
Je comprends, j'hésitais aussi. Et je pense sans le dossier Lillard, ça aurait été dans les curieux. Ouais. Et je vais enchaîner avec des équipes que toi t'avais classées ailleurs, juste parce qu'on va pas s'étendre dessus, mais j'ai mis les Pistons pareil parce que ils étaient un peu à mi-chemin avec la catégorie Prince de la Ville, le jeune noyau qui se développe et qui est intéressant, parce que je les trouve là aussi trop loin peut-être des équipes qu'on a mises dans cette catégorie, mais avec Cade Cunningham, avec Ozar Thompson, que j'ai beaucoup aimé en Summer League, et les autres jeunes joueurs dont tu as parlé tout à l'heure, il y a quelque chose qui fait que je vais avoir envie de les regarder, plus la situation de Killian Hayes s'il reste. Il y a au moins une chose qui me donne envie de leur laisser une chance de les regarder, contrairement à d'autres équipes. Dans les équipes dont on a aussi parlé, j'ai mis New Orleans. Donc tu sais l'optimisme que j'avais à leur égard la saison dernière, ça, j'étais un peu échaudé forcément, mais la curiosité c'est Zion Williamson. Est-ce qu'il sera là, dans quel état il sera, est-ce qu'il va pouvoir enchaîner les matchs? C'est ce qui me donne envie de leur laisser une chance et de les regarder. Je suis d'accord avec toi, ils sont aussi dans une sorte de position intermédiaire où ils peuvent très vite être bons et très vite, autour de ce noyau dur de jeunes joueurs, devenir une équipe majeure de la ligue, je pense. Hein. Mais pour l'instant, là, je leur laisse une chance de me convaincre de les regarder de façon automatique, ce qui pour l'instant ne sera pas le cas. Mais s'il y a Zion, forcément, je vais regarder. Si je vois que Zion enchaîne les matchs, évidemment que je regarderai à chaque fois. Et évidemment que je vais m'enflammer et écrire un autre article pour expliquer pourquoi les Pelicans seront contenders, et vous m'entendrez à ce sujet. Mais pour l'instant, je les ai mis là. Ensuite, je crois que j'ai mis les Charlotte Hornets aussi, voilà. Exactement, que je citais plus tôt. Voilà, que tu as cité un peu plus tôt. Pour le côté, voilà, est-ce que Brandon Miller est vraiment un numéro de draft? Est-ce que son talent justifie qu'il ait été pris là? Donc je vais avoir envie de voir ça. Est-ce que la Melo Ball peut enchaîner les matchs sans se faire la cheville? Ça m'intéresse aussi. Et sur le papier, je trouve que cette équipe est loin d'être la plus faible à l'Est et même dans toute la ligue. Quand tu penses qu'il y a encore du Gordon Hayward, du Lamelo Ball qui est All-Star, malgré les problèmes extrasportifs, Miles Bridges est un excellent joueur de basket. C'est problématique qu'il soit là, on est d'accord, mais c'est un excellent joueur de basket. Mark Williams est un pivot jeune et intéressant, donc ils sont eux aussi à mi-chemin avec un noyau dur de jeunes joueurs qui me plaît. Mais je vais leur laisser une chance. Et si je vois que sur les premiers matchs ça me convient pas, que le style de jeu n'a pas changé, que la Melo n'arrive pas à enchaîner les matchs, que Brandon Miller shoot à 3 sur 15 à chaque match, je passerai mon chemin. Mais je leur laisse une petite chance. Donc ça, c'est les équipes qu'on avait déjà évoquées précédemment. Écoute, je vais faire la même, du coup, je vais sortir les équipes que tu as citées avant. Vas-y, je t'en prie, ouais. Et là, j'ai l'impression que toutes les équipes que tu as citées avant, elles sont là, dans cette catégorie. Typiquement, les Wolves, voilà, que tu as cité en morbide, moi, je suis plus dans l'idée de me dire qu'est-ce qui se passe là-bas. Je pense que l'équipe peut être assez bonne, rien que du fait qu'il y ait un vétéran aussi solide que Mike Conley. Pareil, Jaden McDaniels, on n'en a pas parlé, mais c'est un défenseur d'élite. Ouais. Donc, clairement, il renforce l'équipe. Derrière, voilà, il y a eu une intersaison qui est intrigante avec l'arrivée de Shake Milton, avec l'extension de Naz Reid. Qu'est-ce que ça peut donner avec tous ces pivots? Je crois pas forcément au projet des 3 pivots, et surtout au projet d'avoir Kat et Gobert en même temps sur le terrain. Mais je veux bien laisser un peu le soupçon, mais plutôt du bon côté, et de me dire, si eux y croient, je vais leur faire un peu confiance et les laisser m'impressionner. Peut-être qu'ils y arriveront, j'en doute, mais peut-être qu'ils y arriveront. Il y a des jeunes intéressants, et puis surtout, voilà, Anthony Edwards, pour moi, c'est ce qui me rend curieux. Est-ce que ce mec a un potentiel de MVP? Est-ce qu'il a un potentiel de All-Star? Est-ce que c'est vraiment un potentiel leader qui peut emmener une équipe loin? Il me rend curieux, et je pense que ce qu'il va faire va beaucoup influer le niveau global de l'équipe. Et pareil, est-ce qu'il y aura un transfert? Ça va beaucoup influer le niveau de l'équipe. Est-ce que l'équipe vit bien, même d'ailleurs, après la manière dont la saison s'est terminée avec Kyle Anderson et Rudy Gobert? Je suis curieux, je pense que c'est le terme parfait. Derrière les Raptors, pareil, je suis pas du tout dans l'idée de me dire que je vais pas les regarder, parce qu'il y a plein de joueurs qui m'intriguent. Moi, sur cette reconstruction qui attend un peu, je suis curieux par rapport à ça. Je suis pas pessimiste, je suis juste curieux. C'est vraiment, est-ce qu'ils vont changer de projet, ou est-ce que va ce projet-là? Est-ce que Scottie Barnes peut passer un cap? Est-ce que OG Anunoby va se sentir bien, ou est-ce que c'est un mec qui va se faire trader en plein milieu de saison? Gary Trent Jr., c'est un joueur intriguant. Pascal Siakam, voilà, c'est un joueur All NBA. Donc, je suis curieux de voir où l'équipe va, et curieux de voir s'ils peuvent enfin passer un cap, ou est-ce que je dois les ranger après coup dans la catégorie avec les Bulls, des équipes qui vont nulle part mais qui persévèrent, tu vois. Ouais. Donc, pareil, tu vois, je suis juste curieux pour l'instant. Plus vite, on va dire, les Knicks, je suis juste curieux de savoir ce que Jalen Brunson peut faire avec l'équipe. Pareil, c'est une équipe qui a du potentiel, mais moi je trouve qu'elle est un peu limitée.
Donc, comment est-ce qu'ils arrivent à se sortir de cette situation où, pour moi, là, ils sont pas du tout contenders. Ouais. Et est-ce qu'ils peuvent dépasser ce stade-là et vraiment transformer cette équipe qui me semble un peu bouchée en contender? J'ai des doutes, mais je suis curieux de le voir. Les Cavaliers, j'ai du mal à les situer parce que pour moi, c'était limite contender. Donovan Mitchell, moi, j'adore. Au contraire. Et je suis juste curieux de savoir si l'équipe a un avenir. On a aussi entendu parler du mal-être, apparemment, de Donovan Mitchell dans la franchise. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a des extensions? Je suis très curieux. Voilà. Le Magic, tu me connais, je suis sceptique. J'en ai De parlé, base. donc je vais pas trop élaborer. Non, mais c'est ça, c'est pas le Banchero. Pour moi, c'est pas un franchise player. Mais encore une fois, on parle de rookie et on peut tous se tromper. On voit des mecs trop beaux, on voit des mecs pas assez beaux. Pour moi, c'est un All-Star, un futur All-Star en puissance. Mais je pense pas que ce soit un franchise player et je pense qu'il leur manque encore ça. Et j'aimerais qu'ils tankent un peu plus. Donc j'attends de voir comment est-ce qu'ils vont faire pour développer leur projet, qui pour moi manque encore d'un truc vraiment d'une star typiquement, ou en tout cas d'un joueur au centre du projet qui va leur faire passer un cap. Ou alors, est-ce que Paolo Banchero peut me faire mentir? Je suis curieux de savoir. Donc voilà, la curiosité, c'est le sentiment principal. Et pareil pour les Suns, où mine de rien, on va avoir une vraie saison complète de Devin Booker, Kevin Durant. On a Bradley Beal qui arrive, on a un nouveau coach avec Frank Vogel. J'attends de DeAndre Ayton qui passe un cap quand même cette saison. Est-ce qu'il va pouvoir prouver tort à ses détracteurs? Est-ce que un modèle où le 5 majeur est titanesque et où le banc c'est que des joueurs au minimum, est-ce que ça fonctionne? Enfin, même d'ailleurs 4 joueurs qui sont signés sur des gros contrats et tout le reste au minimum, est-ce que ça marche? Pour moi, c'est l'expérience vraiment de la saison prochaine. Est-ce que les Suns sont un projet viable? Donc pareil, je ne savais pas où les mettre. Pour moi, c'est vraiment de la curiosité de quel jeu ils vont développer, comment est-ce qu'ils vont s'entendre, comment ils vont gérer leur rotation, est-ce que c'est viable? Est-ce que ce modèle de super team il peut vraiment fonctionner à une telle échelle? On n'a jamais vu ça. Ouais. Donc pour moi, c'est vraiment la curiosité. Et voilà, ça ferme la parenthèse des équipes qu'on a déjà citées. Et si je dis pas de bêtises, il en reste 2 qu'on a tous les deux dans la matérialité curieuse. Voilà. J'ai l'impression que c'est ça, ouais. Moi, j'ai mis Atlanta déjà. Tout pareil, de toute façon, Pareil, on est Atlanta, sûr. on en avait parlé, je crois, avec Théo dans un podcast précédent. C'est une équipe. Le fait qu'il y ait Quinn Snyder, même si l'effectif n'a pas beaucoup bougé, que ce sera toujours autour de Trae Young, DeJounte Murray. Bon, John Collins est parti, mais sinon les autres sont restés. C'est une équipe que j'imagine faire une bien meilleure saison juste avec l'apport de Quinn Snyder, en fait. J'ai l'impression que lui, avec ce matériel-là, il va être capable de les rendre meilleurs. Et je suis curieux de voir si ça va bien se passer comme ça, si déjà on va prendre une nouvelle dimension. Je suis curieux de voir si Trae Young va être à nouveau, alors détester, le terme est un peu fort, mais pas forcément en très très bon terme avec à la fois le front office, le coaching staff, ça s'est plutôt bien passé avec Snyder sur le premier échantillon, et ses coéquipiers, parce que voilà, ce qui se disait, c'est que les coéquipiers aimaient pas trop la manière dont il était leader, et c'est peut-être même l'inverse, dont il n'était pas assez leader. Je suis curieux de plein de choses à Atlanta et j'ai envie de leur laisser la chance de me convaincre qu'ils peuvent être une bonne équipe à l'Est, et qu'avec ce noyau-là, avec peut-être la montée en responsabilité de joueurs comme Okongwu par exemple, avec cette équipe-là, ils peuvent être peut-être top 5, top 6 à l'Est et montrer qu'ils vont dans la bonne direction, ce qui n'était plus du tout le cas la saison dernière, où ça aurait très bien pu être une équipe qu'on mettait dans la matabilité morbide, qui était vouée à l'échec et dont on attendait simplement qu'il y ait un trade, que ce soit de Trae Young ou de quelqu'un d'autre. Donc voilà, moi je les ai mis dans ces équipes curiosité. Pareil, en fait, je trouve qu'il y a eu un recrutement intéressant avec des vieux, pour vraiment dire les termes. Patty Mills, Wes Matthews, est-ce qu'ils peuvent un peu encadrer ce truc? Enfin, en fait, je trouve que c'est une édition positive qui vient s'ajouter à celle de Quinn Snyder, qui apporte vraiment de la maturité au projet. Donc, est-ce que l'équipe peut devenir plus mature avec ces ajouts-là, et en particulier évidemment Quinn Snyder? Draft intéressante avec Kobe Bufkin. Et derrière ça, oui, moi, ma question très spécifique, c'est est-ce que Trae Young va jouer sans ballon? Et est-ce qu'il va se donner plus en défense maintenant qu'il est censé avoir moins de responsabilités offensives? Pour moi, ça va vraiment être la clé de la saison des Hawks. Et je pense que ça va déterminer s'ils sont une équipe de play-in, une équipe de play-off, voire une équipe qui peut, comme quand elle avait explosé, viser une finale de conférence, voire une finale NBA s'ils nous surprennent. Donc, est-ce que tu as un peu curiosité par rapport à ça? Ouais. Au-delà de ça, j'ai quand même, pareil, est-ce que les jeunes, avec des guillemets, DeAndre Hunter, Saddiq Bey, Onyeka Okongwu,
même AJ Griffin qui est intéressant. Est-ce qu'ils peuvent aussi apporter quelque chose d'intéressant? Je pense que oui, et je suis curieux de voir ce qu'ils peuvent apporter. Donc en fait, il y a je suis assez curieux parce que cette équipe est très prometteuse et j'ai l'impression que juste elle jouait pas de la bonne manière avant. Donc C'est ce que je me dis aussi en fait, c'est pour ça que je les ai mis là. Par contre, si je vois que ça fonctionne pas, que c'est poussif et pas très divertissant, je vais rapidement ne plus cliquer dessus. Il faut le reconnaître. Hein, je mettrai pas Atlanta en priorité par rapport à d'autres équipes si je vois que que c'est pas très efficace ou que c'est pas sympa à regarder, parce que c'est une équipe qui théoriquement peut être sympa à regarder avec les joueurs qui a. Je veux dire, Trae Young a plein de défauts, mais c'est un joueur qui peut te mettre le feu dans un match, qui a la personnalité pour mettre le feu dans un match. Donc ça peut être très regardable, comme ça peut vite devenir une équipe non matable, voilà, selon moi. non, je suis assez d'accord avec ça. S'il n'y a pas plus de mouvement de balle et si Trae Young passe pas un peu un cap en termes de Ouais. maturité, justement, je pense que ça peut vite devenir un peu, surtout frustrant parce que le potentiel est là. Donc le fait qu'il fasse pas les bonnes choses, je trouve que c'est ça qui est très très frustrant. Donc ouais, il y a beaucoup de questions et on attend vraiment la réponse. Pour moi, la curiosité, Atlanta, ça colle parfaitement. Et donc dernière équipe pour finir, il me semble qu'on a fait les 29, on espère n'avoir oublié personne. Hein. Normalement, c'est bon. Normalement c'est bon. Dernière équipe, qui est pas si simple je trouve à classer dans ce ranking là de matabilité, c'est les Houston Rockets. Parce que ils peuvent rentrer dans pas mal de catégories. C'est-à-dire qu'ils ont un jeune noyau dur qui peut leur permettre qui peut nous inciter à dire il leur manque pas grand chose, et avec ce noyau dur qui se développe, ils peuvent vite, plus les vétérans qu'ils ont recrutés, ils peuvent vite être performants, et donc ça c'est intéressant à suivre. Ils peuvent être dans la matabilité morbide, parce que ça pourrait mal se passer avec les caractères qu'il y a, Dylan Brooks qui vient d'arriver, Fred VanVleet qui se retrouve dans une équipe avec plein de jeunes dont on ne sait pas si elle sera compétitive, plus les égos des jeunes qui cherchent un peu leur place, Jalen Green, Kevin Porter, Jabari Smith, Amen Thompson qui arrive. Il y a plein de choses qui peuvent faire dire que ça va mal se passer. Mais moi, il y a ce côté, il y a ce scénario où ça peut se passer correctement qui fait que j'ai envie de les voir. J'ai envie de voir ce qui va se passer et je suis pas sûr que l'issue soit morbide justement. C'est pour ça que tout est possible et tout est ouvert avec cette équipe, et c'est le fait que je sois pas sûr de ce qui va lui arriver me fait dire que je cliquerai dessus dès les premiers matchs en fait. Bah, carrément, je suis d'accord. Et de manière générale, les équipes de jeunes sont souvent quand même des équipes qui attisent la curiosité. Et déjà, il y a une draft intéressante. Mm. Amen Thompson, effectivement, et Cam Whitmore qui sont deux ajouts super intéressants. Jabari Smith Jr. est extrêmement jeune. Il faut se dire que Amen Thompson est plus vieux, si je dis pas de bêtises, que lui. Donc ça remet aussi un peu en perspective la chose. C'est un mec qui est vraiment, vraiment jeune et qui a un potentiel défensif qui est incroyable. Donc je suis curieux par rapport à ça. Pareil, ensuite, en termes de potentiel offensif, Jalen Green, où est-ce que ça va? Kevin Porter Jr., est-ce que c'est viable dans cette équipe? Dylan Brooks, est-ce qu'il peut se racheter? Fred VanVleet, à quel point il peut contribuer au projet? Est-ce que ça va pas le ralentir? Jock Landale, est-ce qu'il mérite son contrat? Je pense que oui. Et est-ce que je peux continuer de voir ce joueur assez intriguant un peu progresser? Et puis la grande question quand même par rapport aux jeunes, qui va rester, qui va partir? Jason Tate, Tari Eason, c'est des joueurs qui sont super intéressants, mais au bout d'un moment, il faut faire des choix. Donc c'est top. Et pour moi, la curiosité vraiment maximale, ça va être l'arrivée d'Imi Udoka. Qu'est-ce que ça change? Et qu'est-ce qu'ils font d'Alperen Sengun? Est-ce Oui. qu'on a enfin le droit de voir Alperen Sengun au cœur de l'attaque, un peu comme chez les Kings avec Domantas Sabonis? Est-ce qu'on peut avoir un jeu qui profite de ce joueur-là, qui est en fait offensivement extrêmement matable? Ah ouais, Je ne complètement. vais pas dire qu'il est super efficace parce que dans les faits, il ne l'est pas encore. Mm. Mais il a un potentiel de joueur qui est vraiment super intriguant. Il est très jeune, il est plus jeune que Jalen Green. Il y a un potentiel de one-man matability très clairement. Hein. Moi j'adore regarder Clairement, ouais. Sengun. Et le problème, c'est que tu sais jamais si c'est un soir où soit il va prendre beaucoup de fautes, soit il va jouer que 18 minutes. Mais il y a un potentiel de matabilité qui est énorme, je trouve, chez lui. Et est-ce qu'on va lui donner des responsabilités Ouais. dans le jeu? Concrètement, c'est la grande question. Donc, en fait, déjà, s'ils font ça, c'est une équipe qui est super matable. Ne serait-ce que pour les jeunes, c'est déjà matable. Fred VanVleet apporte en matabilité. Donc, pour moi, les Rockets sont carrément matables la saison prochaine. C'est un must-mat. Mais, Masmet, très bon. non, mais oui, les termes sont compliqués avec ce néologisme. Mais concrètement, ouais, je trouve que c'est une équipe qui est super matable. Et il y a tellement de points d'interrogation et tellement de réponses à Ouais. obtenir que c'est vraiment, je vais les regarder à fond et avec une curiosité vraiment, enfin, vraiment la curiosité, c'est le terme aussi parce que je suis intrigué par cette équipe plus que convaincu. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on est on est un peu pareil là-dessus.
On a fait le tour des 30 équipes, Ben, hein, ça a été fastidieux, mais on n'était même pas sûr de parler de tout le monde. Hein. On s'était dit, s'il y a des équipes sur lesquelles on ne sait pas quoi dire, on ne dira rien. Alors, on s'était aussi dit, si ça fait moins d'1 heure, c'est pas grave. Bon, là, on est sûr. Là, on a fait format presque late session, hein, on va pas vous... J'espère que ce sera assez digeste pour vous et que vous serez en mesure de nous donner un peu les équipes que vous avez le plus envie de regarder la saison prochaine, que ce soit sur League Pass ou sur BeatSport ou n'importe quel autre moyen. On va en rester là, du coup. On espère que ce petit exercice vous aura plu. Tous les matins, de toute façon, vous pouvez nous retrouver dans le CQFR pour parler de l'actualité. Demain soir, mardi soir, vous aurez droit à la late session, normalement. Donc soyez au rendez-vous, nous serons là. Et d'ici là, passez une excellente fin de journée. Salut. The game is out there, and it's either play or get played.